Pendant des décennies, les avions de chasse ont dominé le ciel, pilotés par les meilleurs pilotes de la planète. Ces miracles de la technologie militaire valant plusieurs millions de dollars ont été indispensables pour obtenir la supériorité aérienne partout dans le monde. Mais l'ère des avions de chasse pourrait toucher à sa fin bien plus tôt que prévu, car quelque chose de nouveau se profile à l'horizon et cela réécrit les règles d'engagement. Voici le X-Bat, un drone de combat autonome propulsé par un réacteur. Le X-Bat offre la même vitesse, la même furtivité et la même technologie de pointe qu'un avion de chasse conventionnel, mais avec toute une série d'avantages supplémentaires. Comme le fait qu'il n'a pas besoin de cockpit ni de pilote, ce qui signifie qu'il ne se fatigue pas, ne fait jamais d'erreur et n'a pas à compter sur l'esprit, le cœur ou le temps de réaction humain pour prendre des décisions en une fraction de seconde en pleine bataille. Ainsi, alors que les superpuissances mondiales continuent d'investir des milliards dans des plateformes pilotées, le X-Bat a le potentiel de toutes les rendre obsolètes et d'ouvrir une toute nouvelle ère de guerre aérienne. C'est un projet remarquablement ambitieux et il y a beaucoup de pression sur l'entreprise qui le développe, Shield IA, pour qu'elle tienne ses promesses. Heureusement, cette entreprise semble avoir les bonnes personnes au bon poste. L'un de ses cofondateurs, par exemple, est Brandon Seng, un ancien Navy SEAL et officier de combat de surface qui a servi à bord de l'USS Pearl Harbor. Il a constaté directement les problèmes que l'IA pourrait résoudre, il a vu le nombre de vies que les technologies autonomes pourraient sauver, et il voulait participer à rendre cela possible. Le vice-président principal de l'ingénierie aéronautique de l'entreprise, quant à lui, n'est autre qu'Arma Harris, qui a auparavant travaillé chez SpaceX, à la tête d'équipes chargées du développement de technologies révolutionnaires comme le système de satellites Starlink et les fusées réutilisables Falcon 9. En plus d'avoir réuni une véritable équipe de rêve parmi ses dirigeants, Shield IA s'est également forgé une solide réputation grâce au développement et au lancement de deux produits majeurs jusqu'à présent, HiveMind et VBAT. HiveMind est un logiciel de pilotage par intelligence artificielle pour aéronefs sans pilote et opérations collaboratives. Il fonctionne comme un pilote autonome, permettant à des essaims entiers de drones d'exécuter des missions sans avoir besoin d'opérateurs humains ni d'aucune intervention manuelle. Le VBAT, quant à lui, est un véhicule aérien sans pilote avancé à décollage et atterrissage verticaux, VTOL, conçu pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Avec une conception avancée mais une utilisation simple, le VBAT peut être assemblé par une équipe de 2 personnes en moins de 30 minutes. Sa technologie unique de ventilateur caréné lui permet de décoller, de rester en vol stationnaire et de passer au vol à voilure fixe, tandis que son moteur à carburant lourd très efficace lui permet de rester en l'air pendant de longues périodes, dépassant les 13 heures d'affilée. Le VBAT a déjà fait ses preuves au combat, étant en service notamment auprès de la marine des États-Unis, de la garde côtière, et il est même en voie d'être adopté par d'autres nations, avec des commandes en cours de l'Inde et des Pays-Bas. C'est un drone très apprécié, mais avec le X-Bat, Shield IA espère créer quelque chose de bien plus grand et de plus marquant, quelque chose qui pourrait révolutionner la guerre aérienne pour les générations à venir. Après des mois de secret, Shield IA a dévoilé la plateforme pour la première fois en octobre 2025, avec Harris répondant à des questions posées depuis la zone de guerre concernant la conception du drone, ses principales caractéristiques et ses cas d'utilisation. Il a immédiatement exposé la logique derrière le développement du X-Bat. Nous avons donc essayé d'aborder la résolution du plus grand problème auquel les États-Unis sont confrontés aujourd'hui, à savoir comment contrer la montée de nos adversaires de même niveau, c'est-à-dire la Chine, et leur capacité à dépenser plus et à nous surpasser dans la production de technologies militaires du XXIe siècle. Et la façon d'y parvenir, c'est grâce à l'avantage fondamental de l'Amérique, qui est l'innovation. Harris a poursuivi en expliquant que le X-Bat n'est pas simplement un aéronef, mais un tout nouveau système d'armes qui change complètement l'équilibre des forces dans la région du Pacifique. En résumant son objectif et son potentiel, le vice-président senior de Shield IA a déclaré « Ce que cela fait, c'est, en gros, cela apporte les capacités d'un appareil comme le F-35 ou d'un chasseur de 5e génération comparable, les intègre dans un système à décollage et atterrissage verticaux, puis les propose à un 10e du coût, sur l'ensemble du cycle de vie, d'un appareil de 5e génération. » En résumé, le X-Bat permet à l'Amérique de contrer les avions chinois de 5e et même de 6e génération, avec quelque chose d'aussi performant, mais à une fraction du prix. Mais avant d'approfondir les avantages uniques qu'il apporte, voici un aperçu plus détaillé de ce qu'est exactement le X-Bat. D'après les données publiées jusqu'à présent, le X-Bat appartient à la catégorie des drones du groupe 5, le groupe le plus lourd, avec un poids dépassant 1320 livres,
soit 600 kg. Il possède une envergure de 39 pieds, soit 12 mètres, et une longueur de fuselage de 26 pieds, soit 8 mètres, ce qui le rend nettement plus grand que de nombreux drones, mais encore assez compact comparé à un avion de chasse conventionnel. En effet, Shield IA précise que même 3 X-Bat placés côte à côte occupent encore une surface totale inférieure à celle d'un avion de chasse classique. En ce qui concerne sa technologie, le X-Bat s'appuie sur les bases établies par le V-Bat, mais va beaucoup plus loin, avec non seulement une esthétique radicalement différente, mais aussi des capacités bien plus avancées. En tant que drone VTOL, il a la capacité de décoller et d'atterrir verticalement sans avoir besoin de pistes conventionnelles. À la place, il utilise un véhicule de lancement et de récupération assez imposant, le LRV, qui lui permet de quitter le sol et de s'élever à des altitudes de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers de pieds, en quelques minutes. Une fois en position, le LRV passe en position verticale, lançant le X-Bat directement vers le haut dans les airs. Le drone utilise la post-combustion pour fournir le rapport poussée-poids nécessaire afin de quitter le sol et de s'élever dans les airs aussi rapidement que possible. Harris, notant que le processus de lancement initial ne prend qu'environ 25 secondes. Ensuite, une fois qu'il a atteint une altitude suffisante, le X-Bat passe en position horizontale, prêt pour toutes les missions que ses opérateurs ont en tête. Et il a la capacité de rester en vol pendant une durée considérable. Shield IA précisant qu'il dispose d'une portée opérationnelle maximale de plus de 2000 milles nautiques, soit 2300 miles ou 3700 km. Le processus d'atterrissage est tout aussi fluide et sans accroc, le X-Bat ralentissant progressivement et passant en vol vertical avant d'effectuer une descente soigneuse, contrôlée et extrêmement précise vers son pont d'envol. Il entre à nouveau en contact avec le LRV. À ce moment-là, les systèmes de verrouillage s'enclenchent pour remettre le drone en position, avant que le LRV ne reprenne la route. Que ce soit au décollage, en vol ou à l'atterrissage, le X-Bat fonctionne et est piloté par le logiciel propriétaire HiveMind de Shield IA. C'est le cerveau IA du drone, lui permettant d'effectuer les manœuvres aériennes les plus complexes et de collaborer avec des chasseurs pilotés ou d'autres drones lors d'opérations de groupe, même dans les zones où les communications radio conventionnelles où la navigation GPS ne fonctionne pas. En ce qui concerne la puissance et la vitesse, le X-Bat est équipé d'un moteur General Electric F-110, ce qui peut surprendre les experts en aviation. Le X-Bat est une innovation de pointe, presque futuriste, mais le F-110 est en réalité un moteur assez ancien, ayant été développé dans les années 1970. Cependant, il y a une raison pour laquelle Shield IA a choisi ce composant en particulier. Il est peut-être ancien, mais il est remarquablement fiable. Le F-110 a été utilisé dans certains des meilleurs avions militaires américains des 50 dernières années, y compris le F-14 Tomcat, le F-15 Strike Eagle et le F-16 Fighting Falcon. Il a prouvé son efficacité au combat en équipant certains des meilleurs avions de chasse. Et comme le X-Bat était bien plus petit qu'un chasseur classique, il n'a pas besoin d'un moteur ultra sophistiqué. En fait, un tout nouveau moteur entraînerait très probablement une augmentation massive des coûts de production du drone, tout en repoussant la date à laquelle il pourrait être lancé et mis en service opérationnel. Le moteur F-110 devrait également permettre au X-Bat d'atteindre des vitesses assez impressionnantes. Bien que Shield IA n'ait partagé aucun détail précis, les experts estiment qu'il pourrait facilement franchir le mur du son et potentiellement atteindre une vitesse de pointe d'environ Mach 1,2, soit 1480 km/h, ce qui serait exceptionnellement rapide pour un drone. Et il n'est pas seulement rapide, il est aussi furtif. Son design ultra aérodynamique rappelle des appareils comme le B-2 Spirit ou le B-21 Raider, avec des arêtes tranchantes pour fendre le ciel, des surfaces lisses pour minimiser la résistance de l'air, et une forme compacte et profilée. De plus, des soutes à armement interne, ce qui devrait permettre d'obtenir une signature radar des plus faibles. En octobre 2025, Shield IA a confirmé que le X-Bat était en développement depuis environ 18 mois et se préparait pour son tout premier vol à décollage et atterrissage verticaux. En mai 2026, Arma Harris s'est de nouveau entretenu avec The Warzone pour partager les dernières mises à jour concernant le drone et ses capacités de nouvelle génération. Mais avant de voir ce qu'il a dit et le potentiel révolutionnaire de ce drone de combat, vous regardez The Military Show. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Au cours de son interview, Harris a mis en lumière ce qui rend la conception du X-Bat si avancée et avantageuse pour les applications militaires futures.
Il a notamment souligné l'aérodynamisme du X-Bat, en expliquant qu'il a été conçu avec un rapport portance-traînée élevé par rapport aux avions conventionnels, ce qui lui permet d'offrir d'excellentes performances de croisière. Il a aussi évoqué son efficacité énergétique, précisant que le X-Bat possède un moteur plus gros que la moyenne pour sa catégorie, ce qui le rend en fait plus efficace pour décoller et atteindre l'altitude de croisière le plus rapidement possible, tout en consommant le moins de carburant possible. Enfin, et peut-être surtout, il a parlé du poids du X-Bat. Il a précisé que la configuration tailseater est la méthode la plus efficace pour les décollages et atterrissages verticaux, mais que cela reste difficile avec des avions classiques. À cause de ce fait, de nombreux modèles VTOL préexistants, comme le F-35 ou le Harrier par exemple, décollent et atterrissent horizontalement avant de passer en vol. Cela implique des systèmes comme des buses orientables et des ventilateurs de sustentation qui ne sont pas seulement coûteux, mais qui augmentent également le poids de l'appareil. Le X-Bat fait les choses très différemment, en utilisant ce que Harris appelle un système de propulsion simple, très classique, à la manière du F-16, combiné avec son propre LRV spécialement conçu. Cela signifie qu'une grande partie des systèmes et des composants nécessaires au VTOL se trouvent en réalité à l'intérieur du LRV, et non dans le drone lui-même. Par exemple, le X-Bat n'a pas besoin de train d'atterrissage, ce qui peut être assez encombrant et lourd, impactant la taille de l'appareil et le rapport poussée-poids. Il n'a pas non plus d'unité de puissance auxiliaire, APU, car le LRV est équipé de sa propre batterie pour démarrer le moteur du X-Bat. Comme l'explique Harris, déplacer ces systèmes vers le véhicule d'atterrissage rend le drone lui-même beaucoup plus profilé, plus petit et plus léger. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Puisque le X-Bat est autonome, il n'a évidemment pas besoin de pilote, de cockpit, de système de survie ou d'autres composants et technologies destinés aux pilotes qui coûtent aussi de l'argent, consomment des ressources et prennent de la place. La nature autonome du X-Bat signifie également que ces drones pourraient, en théorie, être produits et déployés en masse sans avoir besoin de longues procédures de formation des pilotes. Il peut littéralement falloir des années de formation pour qu'un seul pilote de F-35 soit prêt à effectuer des missions de combat, par exemple. Même avec des académies militaires avancées et des programmes de formation, les États-Unis et les autres grandes puissances militaires ne disposent pas d'un nombre illimité de pilotes de chasse d'élite. Seuls les meilleurs parmi les meilleurs sont vraiment assez bons pour monter dans le cockpit de ces machines extrêmement avancées et complexes, qui peuvent aussi coûter des dizaines, voire plus de 100 millions de dollars l'unité, ce qui limite forcément le nombre pouvant être fabriqués et déployés. Le X-Bat fait voler en éclats ses limites. De plus, même avec des années d'entraînement et d'expérience, les pilotes restent des êtres humains. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent se fatiguer, et leur corps peut souffrir lorsqu'ils sont exposés aux vitesses extrêmes et aux forces gravitationnelles des vols en avion de chasse. Ils ont aussi besoin de pause, de repos, de nourriture, d'eau, d'équipements spécialisés, de tenues et de systèmes de communication. Le pilote X-Bat n'a pas ces besoins, ni ces défis car il n'est pas humain, mais une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui ne se fatigue jamais, ne faiblit jamais, et, du moins en théorie, sait toujours quel est le bon choix à faire au moment précis, avec une prise de décision instantanée et des temps de réaction de niveau supérieur. Avec ce genre de cerveau à l'intérieur, il est impossible de dire à quel point le X-Bat pourrait être puissant. Qu'il s'agisse d'effectuer des missions de frappe, des opérations de supériorité aérienne, du brouillage de guerre électronique ou des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ISR, il a le potentiel d'offrir une précision et une efficacité inégalées. Encore une fois, Shield IA est resté discret sur l'armement et les systèmes de mission de son drone de chasse furtif. Mais Harris a confirmé qu'il disposera de la même capacité d'emport que le F-35, mais avec le potentiel d'aller 2 fois plus loin. Il a déclaré à TWZ que le X-Bat a été conçu en tenant compte de conditions de combat très différentes, en déclarant « Il doit pouvoir fonctionner dans le désert, il doit pouvoir fonctionner dans le Grand Nord, dans l'Arctique. Il doit pouvoir fonctionner par forte houle. Il doit pouvoir fonctionner dans des conditions MCOM. Il doit pouvoir fonctionner dans des conditions où le GPS est indisponible. » De toute évidence, le X-Bat n'a pas été conçu en pensant à 1 ou 2 scénarios de combat potentiels seulement. C'est un drone conçu pour presque tout, prêt à aller là où il était nécessaire. Des terres glacées du Grand Nord au désert brûlant du Moyen-Orient. Comme le souligne Harris, c'est une véritable plateforme polyvalente, offrant la flexibilité essentielle dont une superpuissance militaire moderne a besoin. Et avec 2 vastes soutes internes, toutes 2 de la même taille que celle du F-35, il y a largement assez de place pour une grande variété de systèmes d'armes et d'autres technologies, afin d'aider le X-Bat à atteindre ses objectifs.
Dans ses documents marketing publiés jusqu'à présent, Shield IA indique par exemple que le X-Bat pourrait être équipé de plusieurs missiles RR, dont l'IA M174 et l'IA M12, ainsi que de missiles air-sol tels que le El-Razam et le J-SOC-1. Il dispose aussi d'un système de guerre électronique, incluant des brouilleurs radars et d'autres technologies destinées à perturber les forces ennemies. De plus, le X-Bat possède 2 points d'emport, externes humides, que Harris suggère pouvoir transporter une nacelle de ravitaillement en vol, permettant ainsi de ravitailler d'autres chasseurs pilotés, voire des drones dans l'espace aérien environnant. De plus, bien que Harris n'ait pas voulu partager trop d'informations sur les capacités furtives du X-Bat, il a indiqué qu'il avait été conçu pour maximiser le rapport coût-efficacité, grâce à ses capacités de réduction de la signature radar et infrarouge. Il a cité le B-21 comme exemple, le qualifiant de plateforme à la furtivité la plus poussée disponible, mais aussi d'extrêmement coûteuse, ajoutant que pour certaines missions, ce niveau de technologie furtive n'est pas toujours nécessaire. Et si, pour le même prix, on avait plusieurs choses au lieu d'une seule exceptionnelle? Et si j'en avais 10, 15, 20, un peu moins exceptionnelles, mais que j'obtenais un effet similaire grâce à la masse? Ça, en résumé, c'est la X-Bat. Elle n'a pas été conçue pour être meilleure que les meilleurs bombardiers, ou les chasseurs les plus sophistiqués. Elle a été conçue pour offrir des performances similaires, avec moins de risques, et pour une fraction du coût. Chaque élément de sa conception a été élaboré avec ses objectifs en tête, de son moteur assez ancien, mais extrêmement fiable à son système LRV à décollage et atterrissage verticaux, ultra moderne. Il s'agit d'optimisation. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Shield IA n'a pas encore terminé. Après tout, c'est toujours un travail en cours. La société dispose actuellement, selon Harris, de quelques prototypes dans ses installations à Frisco, au Texas, et vise à effectuer son premier vol d'ici la fin de 2026. Elle avance lentement mais sûrement selon un plan de test progressif, tout en identifiant les domaines d'amélioration. Dans la conception du X-Bat, ils exploitent les données de combat réelles fournies par le V-Bat, afin de rendre leurs drones furtifs de nouvelle génération aussi efficaces, précis et fiables que possible. Harris a même mentionné que l'entreprise cherche des moyens de permettre au X-Bat de recevoir du ravitaillement en vol, ce qui étendrait encore davantage son rayon d'action. C'est déjà une conception révolutionnaire, combinant des capacités de décollage et d'atterrissage verticaux, une portée étendue, des systèmes de mission polyvalents et une autonomie avancée. Cela résout de nombreux problèmes qui ont affecté les plateformes pilotées pendant des années, comme le coût, la complexité, la survivabilité et le risque opérationnel. Et il a le potentiel de devenir encore meilleur, offrant une valeur inégalée et sans précédent à l'armée américaine et à tout autre pays qui décide d'y investir. Et ce n'est que le début. D'autres entreprises travaillent également sur des drones de type avion à réaction. À mesure que ces innovations se multiplient, ce n'est plus qu'une question de temps avant que les champs de bataille ne voient les cieux remplis de drones furtifs contrôlés par l'IA, remplaçant les pilotes et avions classiques. L'Ukraine n'était jamais censée pouvoir frapper la Russie. Même après l'échec de son opération militaire spéciale pour envahir l'Ukraine en quelques semaines, Poutine restait persuadé que Moscou serait en sécurité. Poutine s'est trompé. En 4 ans, beaucoup ont changé et l'Ukraine s'est encore renforcée. L'Ukraine a maintenant une arme capable de frapper Moscou. Une arme qui terrifie Poutine plus que toutes les armes américaines dont dispose l'Ukraine est sur le point d'être déchaînée, et elle a le pouvoir de ramener Moscou à l'âge de pierre. Les fondations du Kremlin tremblent. Le Kremlin pourrait ne pas tenir après que l'Ukraine ait utilisé sa nouvelle super-arme. À la conférence d'avril sur la reconstruction de l'Ukraine, le dernier coup de maître du pays a été révélé. Firepoint frappe encore. Les créateurs du drone-missile hybride Flamingo, qui a déjà offert à l'Ukraine plus d'options pour frapper au cœur de la Russie, ont dévoilé un nouveau missile dévastateur qui va changer le cours de la guerre. Ce n'est pas un hybride. C'est une arme qui montre que l'Ukraine prend au sérieux le développement de missiles balistiques qu'elle pourra utiliser pour semer la destruction sur la capitale russe. Le nouveau missile de Firepoint est la riposte ukrainienne à l'Iskander russe. Vous verrez bientôt qu'il est supérieur sur tous les points importants. Le missile s'appelle le FP-FP9, ce qui suit les conventions habituelles de dénomination de Firepoint, et nous en avions déjà entendu parler auparavant. Firepoint a évoqué son nouveau missile balistique en mentionnant le FP-FP7 à plus courte portée également en cours d'essai. Lors de son dernier événement en Pologne, nous avons appris ce qu'est vraiment le FP-FP9 et les capacités qu'il offrira à l'Ukraine. Nous savons certaines choses grâce à Firepoint.
Selon Defense Express, la société a déclaré que son nouveau missile balistique aura une portée de 855 km, soit environ 531 miles. Il sera également capable de transporter une ogive conventionnelle pesant jusqu'à 800 kg, soit environ 1763 livres. Ces chiffres montrent que le FP-FP9 pourra frapper la Russie en profondeur et toucher ses cibles plus durement que presque tout l'arsenal actuel de l'Ukraine. Ceux qui suivent le Flamingo de Firepoint savent qu'il offre une portée 3 fois supérieure et quelques centaines de kilogrammes d'explosifs en plus. Alors, pourquoi s'embêter avec le FP9? Simple, Flamingo est la version ukrainienne d'un missile de croisière. Un FP9 sera l'un de ces projets dans le domaine des missiles balistiques. Ce sont deux types d'armes très différents. Le FP9 offrira des vitesses dont le Flamingo ne peut que rêver, ce qui signifie que l'Ukraine aura de meilleures chances d'utiliser sa future arme pour surmonter les défenses aériennes et dévaster des cibles à l'intérieur de la Russie. Tout ce que nous savons sur le FP9 vient de l'analyse de la maquette factice présentée par Firepoint en Pologne. Lors des expositions précédentes, Firepoint a utilisé les mêmes photos pour présenter le FP9 et le FP7, ce qui a donné l'impression que le FP9 serait une version agrandie du FP7 que l'entreprise développe également. En Pologne, Firepoint a placé côte à côte deux maquettes factices de missiles balistiques, laissant entrevoir ses intentions. D'après l'échelle des maquettes, le FP9 semble mesurer environ 9,5 mètres, soit un peu plus de 31 pieds de long, et avoir un diamètre d'environ 1,1 mètre, soit 3,6 pieds. C'est tout. Pourtant, bien que les spécifications révèlent plus que ce que Vladimir Poutine aurait souhaité, le FP9 s'annonce plus puissant et imposant que le missile Iskander russe. L'Iskander est l'une des principales armes que la Russie utilise pour dévaster les villes et les infrastructures ukrainiennes depuis le début de l'invasion de Vladimir Poutine. Système balistique sol-sol mobile sur route, l'Iskander M peut parcourir jusqu'à 500 km, soit environ 310 miles, pour délivrer une ogive conventionnelle pesant jusqu'à 700 kg, soit un peu plus de 1540 livres. Tout de suite, on voit que le FP9 l'emporte dans les deux domaines. Si les dimensions données par Defense Express sont exactes, le FP9 sera aussi plus grand que l'Iskander, ce qui est logique vu sa portée et sa charge utile supérieure. Un missile plus grand permet de délivrer une force explosive supérieure sur une cible. Concernant la portée, 850 km permettent à l'Ukraine de frapper en profondeur dans la région de Moscou avec son futur missile. Poutine et ses sbires goûteront bientôt à leur propre médecine. Le tueur d'Iskander ukrainien est presque prêt, et les choses commencent à changer, mais nous y reviendrons. La question reste de savoir quand le FP-FP9 sera officiellement intégré à l'arsenal ukrainien. Firepoint n'hésite pas à révéler à quel point il a progressé avec son missile balistique. Il s'attend à ce que le FP9 soit homologué pour être utilisé par les forces armées ukrainiennes à un moment donné durant l'été 2026. L'homologation marque un tournant décisif. L'Ukraine va officiellement acquérir le nouveau missile balistique, lançant ainsi le processus. Cette étape assure une production à grande échelle, donc la nouvelle menace balistique de l'Ukraine pourrait frapper Moscou dans quelques mois et elle ne sera pas seule. Firepoint a d'autres tours dans son sac qui feront enrager Poutine. Le FP-FP7 que nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises en fait partie. Probablement à l'origine du FP-FP9, le FP-FP7 est aussi un missile balistique, mais avec une portée moindre que le dernier monstre de Firepoint. Apparemment inspiré par et ressemblant clairement au missile que la Russie utilise dans ses systèmes de défense aérienne S-400, le FP-FP7 a été mentionné pour la première fois en novembre 2025. Firepoint avait révélé à l'époque qu'il utiliserait les missiles de défense aérienne russes 48N6 comme base pour le design extérieur. C'est là que s'arrêtent les similitudes. L'ingéniosité ukrainienne dépasserait tout ce que proposent les vieux missiles russes. Les matériaux, la structure interne et le système de guidage du FP7 sont conçus en Ukraine, selon Firepoint, qui développe un missile balistique courte portée pour compléter les options moyennes portées du FP9. Le FP-FP7 est conçu pour des frappes au sol à une distance d'environ 200 km, soit environ 124 miles. C'est idéal pour des frappes contre des cibles russes dans les territoires occupés de l'Ukraine, ainsi que pour des attaques contre des cibles dans les régions frontalières. Le corps externe du missile ne ressemble au 48N62 qu'en surface. Firepoint indique avoir utilisé des composites pour le FP7, réduisant son poids et augmentant sa portée. On peut se demander pourquoi Firepoint a choisi le design d'un missile de défense aérienne russe pour le FP7. La société souligne qu'il s'agissait avant tout d'un mécanisme permettant de gagner du temps, et cela a probablement permis au FP-FP7 et au plus grand FP-FP9 de passer de la conception aux essais bien plus rapidement qu'ils ne l'auraient fait autrement. Cela semble avoir fonctionné. Le FP-FP7 subit des essais de tir réels depuis au moins février, et il existe des vidéos qui montrent qu'il fonctionne à peu près comme prévu.
Le FP-FP9 devrait être officialisé d'ici l'été et le FP-FP7 pourrait suivre un calendrier similaire pour rejoindre l'arsenal ukrainien. Poutine craint ces deux missiles balistiques bien plus que toutes les armes américaines livrées à l'Ukraine depuis le début de son invasion. L'Ukraine dispose de l'ATACMS côté missiles balistiques, mais ce système a des défauts. À l'été 2025, il a été révélé que le Pentagone avait instauré un nouveau système d'approbation pour l'ATACMS, interdisant de fait à l'Ukraine d'utiliser ce missile contre des cibles russes. L'interdiction semble levée, car l'Ukraine a utilisé l'ATACMS lors de plusieurs frappes ces derniers mois de 2025. Cependant, le simple fait que cette interdiction ait existé montre que l'ATACMS est un missile soumis à des conditions. L'Ukraine ne peut l'utiliser que lorsque les États-Unis donnent leur feu vert. Ce n'est pas le cas pour le FP-FP9 ou le FP-FP7. Les deux nouveaux missiles balistiques ukrainiens se comparent très bien au système américain. Le FP-FP7 a des spécifications comparables à celles du bloc ATACMS qui a une portée de 165 km, soit environ 102 miles. En fait, le FP7 va encore plus loin et pour ce qui est du FP9, il dépasse largement l'ATACMS en termes de portée et de puissance pure. C'est ce qui effraie Poutine. Même si les États-Unis autorisèrent l'Ukraine à utiliser l'ATACMS à leur guise, ce missile ne franchirait que rarement les régions frontalières. Mais le FP-FP9, c'est une toute autre histoire. Mais Firepoint n'en a pas fini. Aussi terrifiant que soit le FP-FP9 pour le Kremlin, Firepoint travaille à aller encore plus loin. Un missile déjà mortel est en train de devenir encore plus dangereux. C'est précisément le type de sujet traité dans cette émission. Il y en a bien d'autres comme ça, alors n'oubliez pas de vous abonner si vous trouvez notre chaîne utile. Alors, qu'est-ce que Firepoint pourrait encore avoir dans sa manche? Tout est révélé dans un reportage de United 24 Media du 6 avril qui montre que l'entreprise a des projets assez impressionnants pour son nouveau missile FP9. La variante dont nous avons parlé jusqu'à présent est similaire à l'Iskander-M russe dans le sens où il s'agit d'un missile sol-sol. Notez que nous avons parlé de variante, ce qui suggère qu'une autre version du FP9 est en préparation. Denis Shkelianin, qui est le concepteur du FP9, a révélé que c'est effectivement le cas, car Firepoint est déjà en train d'adapter le FP9 pour qu'il puisse être lancé depuis les airs. C'est un ajustement majeur qui augmentera la portée du missile. Ce qui ressemble déjà à un tueur de Moscou pourrait devenir quelque chose d'encore plus létal lorsqu'il sera combiné à la vitesse et à la haute altitude offerte par un tir depuis un avion. La conservation du carburant serait facilitée. Sans montée consommatrice, le FP-FP9 peut utiliser ses réserves pour aller plus loin en Russie. Si cette version modifiée du FP-FP9 est lancée depuis les chasseurs ukrainiens, elle sera tirée d'une altitude hors de portée des défenses aériennes russes, à condition que l'Ukraine choisisse des couloirs aériens sûrs. Il y avait déjà de nombreuses raisons liées aux frappes de drones pour lesquelles l'Ukraine a mené 492 frappes contre les défenses aériennes russes entre juin 2025 et mars 2026. Nous avons peut-être trouvé une nouvelle raison de mettre ces systèmes hors de combat. Si Firepoint réussit, l'Ukraine égalera la Russie dans un autre domaine de la bataille à longue portée. La Russie dispose du Kh-47 M2 Kinzhal qui est un missile balistique lancé depuis les airs et qui est souvent emporté par le MiG-31. Si la version aéroportée du FP9 conserve les spécifications de la version sol-sol, elle aura près du double de la charge utile. Nous ignorons la portée, mais il est probable qu'elle s'approche au moins de la portée minimale de 1500 km, soit 932 miles, du Kinzhal, car elle est lancée depuis une plateforme aérienne. Vous vous demandez ce que ressent Poutine à propos de tout cela? Lors de l'invasion de l'Ukraine, le pays avait très peu d'armes locales et rien de comparable en développement. Même avec l'aide militaire occidentale, les missiles balistiques livrés étaient à courte portée et nécessitaient une autorisation pour être utilisés par l'Ukraine. Oui, ils sont destructeurs, comme le montre l'état de la flotte de la mer Noire et les cibles frappées par l'Ukraine en zone frontalière. Mais des restrictions sur la portée et l'autorisation limitaient la menace des missiles balistiques ukrainiens à ses frontières. Maintenant, la situation a changé. Le FP-FP9 pourrait transformer la guerre en Ukraine, Moscou devenant désormais une cible pour les stratèges ukrainiens. Ces stratèges seront sans doute satisfaits de retourner la stratégie Iskander de la Russie contre elle. Une capitale pour une capitale pourrait être la nouvelle approche ukrainienne. Les forces de Poutine n'ont pas hésité à frapper Kyiv et d'autres villes ukrainiennes. Selon Military Watch, du 15 au 16 avril, la Russie a lancé une salve de 24 missiles Iskander sur des cibles partout en Ukraine, lors d'une attaque au cours de laquelle l'Ukraine a enregistré un total de 703 projectiles tirés contre elle en 24 heures. Environ une semaine plus tard, le 24 avril, Metsa a signalé une nouvelle frappe aérienne russe avec encore 2 missiles Iskander. Voici quelques exemples du mois dernier. La Russie a lancé des centaines de missiles Iskander sur les villes ukrainiennes, souvent avec des drones d'attaque et des drones leurres pour saturer les défenses aériennes et permettre aux missiles russes de causer des dégâts.
Le FP-FP9 offrira à l'Ukraine l'occasion de rendre l'appareil à Poutine. L'Ukraine n'emploiera pas son nouveau missile balistique de la même manière que la Russie emploie ses Iskander. Poutine veut avant tout semer la terreur, peu importe ses cibles. Pour cela, il n'hésite pas à tuer des civils ukrainiens. Au moins 15 578 ont été tués et 43 352 blessés à cause des attaques russes. L'Ukraine, elle, agit de façon bien plus stratégique. Elle utilisera ses FP-FP9 pour frapper la région de Moscou, visant des cibles militaires ou potentiellement le siège du pouvoir russe. Le Kremlin, situé au centre de Moscou, est une cible évidente pour le FP-FP9. Aussi fortifié soit-il, c'est là que le gouvernement russe siège et où Poutine passerait la plupart de son temps. Ce n'est pas vraiment le cas, mais nous y reviendrons dans un instant. L'Ukraine pourrait aussi viser la raffinerie de Moscou avec ses nouveaux missiles balistiques. Exploitée par Gazprom, la raffinerie fournit la majeure partie du carburant pour véhicules de la région de Moscou. Si l'Ukraine veut faire ressentir à la capitale russe un aperçu de la guerre commencée par Poutine sans toucher les civils, détruire cette raffinerie suffirait. Poutine tente de protéger les moscovites des pires effets de l'invasion de l'Ukraine. Si le carburant manque à Moscou, Poutine devra gérer un fort mécontentement. Cependant, l'importance du FP-FP9 tient peut-être moins à la cible choisie par l'Ukraine qu'à la capacité de frapper Moscou avec un missile balistique. L'Ukraine a déjà frappé la région de Moscou à plusieurs reprises. La première fois qu'elle a envoyé des drones dans la capitale russe, en mai 2023, la BBC a qualifié l'incident d'humiliation pour Poutine. 2 ans plus tard, l'Ukraine lançait sa plus grande vague de drones jusqu'alors contre Moscou, alors que le ministère russe de la Défense rapportait avoir abattu 91 drones au-dessus de la région de Moscou en 24 heures. Justement, il s'agissait de frappes de drones. Le FP-FP9 donne à l'Ukraine plus d'options pour menacer le Kremlin. Le missile n'a même pas besoin d'être lancé pour constituer une menace. Désormais, tout essaim de drones se dirigeant vers Moscou obligera la Russie à réagir, comme si ces drones pouvaient être accompagnés d'un FP-FP9. La Russie a déjà utilisé des essaims de drones pour dissimuler l'arrivée de missiles contre l'Ukraine. Elle sait que cette stratégie peut être utilisée contre elle, surtout maintenant que l'Ukraine en est au point de lancer autant, voire plus de drones en Russie que la Russie n'en envoie en Ukraine. Et si l'Ukraine décide de passer à la vitesse supérieure, il sera intéressant de voir comment les défenses aériennes de Moscou feront face à un type de menace que Poutine n'aurait jamais imaginé devoir affronter. Si le Kremlin devenait vraiment une cible, si cela arrive, Poutine disparaîtra encore plus spectaculairement qu'actuellement. Le Kremlin est censé être la résidence officielle du président russe et le centre névralgique de tout ce qu'il fait. Cependant, Poutine ne passe pas beaucoup de temps au Kremlin. Pendant les premières semaines de l'opération Fureur épique, il a été signalé que Poutine était rarement au Kremlin, probablement par crainte d'une action américaine similaire à celle contre l'ancien guide suprême iranien Ali Khamenei. Poutine refusait d'être près du Kremlin tant qu'il subsistait un risque de frappe par une bombe anti-bunker américaine. Comment va-t-il réagir alors que l'Ukraine s'apprête à obtenir un missile balistique pouvant frapper le Kremlin? Poutine cherchera sûrement à éviter son propre centre du pouvoir autant que possible. Il fait ça de toute façon. Comme l'a révélé Radio Free Europe Radio Liberty en novembre 2025, Poutine a fait construire près de 3 bureaux identiques afin de pouvoir cacher où il se trouve à tout moment. Il ne reste pas autant au Kremlin qu'il le devrait, alors il espère éviter l'arme ukrainienne capable de frapper le Kremlin, et peut-être y arrivera-t-il. L'Ukraine pourrait utiliser le FP-FP9 pour pulvériser le Kremlin en l'absence de Poutine. Que fera alors le dirigeant de la Russie? Comment expliquera-t-il ce que l'Ukraine a réussi à faire en plein cœur de la capitale russe? Quelles excuses avancera-t-il pour ne pas être présent près du principal siège du pouvoir russe? Avec le FP-FP9, l'Ukraine a l'opportunité de ruiner à jamais l'image d'homme fort de Poutine. La seule chose sur laquelle Poutine compte pour se maintenir au pouvoir pourrait être brisée dès qu'un FP-FP9 toucherait directement quelque chose d'important en Russie. Les illusions ont été brisées. Poutine croyait l'Ukraine incapable de frapper la Russie. Il s'est trompé. Poutine pensait que l'Ukraine ne pourrait jamais développer ses propres missiles balistiques. Le FP9 et le FP7 prouvent le contraire. Le président russe espère que l'Ukraine n'attaquera pas Moscou autrement qu'avec les drones déjà utilisés. Nous devrons attendre et voir si l'Ukraine compte briser cette illusion particulière une fois que le FP9 sera arrivé. La Russie avait déjà assez de problèmes avec les fabricants d'armes ukrainiens avant l'arrivée de nouveaux missiles balistiques. Dans les zones de combat en première ligne de la guerre Russie-Ukraine, l'information est cruciale. Plus vous connaissez la position et les mouvements de l'ennemi, plus vous avez l'avantage. La difficulté est d'obtenir ces informations. Mais que se passerait-il si vous pouviez amener votre adversaire à révéler ses positions exactes sans qu'il s'en aperçoive? C'est exactement ce que certains hackers ukrainiens de génie ont réussi à faire, et voici comment. Tout se résume à une technologie bien précise. Starlink, le service internet par satellite exploité par SpaceX d'Elon Musk.
Starlink a joué un rôle énorme tout au long du conflit, ayant été utilisé dès février 2022 pour remplacer les réseaux internet et de communication en Ukraine, qui avaient été endommagés ou détruits par les Russes. Depuis lors, les civils ukrainiens, le gouvernement et les forces militaires ont tous utilisé ce service. Les civils des zones de guerre ont utilisé ce service pour communiquer avec l'extérieur ou rester en contact avec leurs proches. Par exemple, les écoles, les hôpitaux et même les trains des chemins de fer ukrainiens ont également exploité la puissance des satellites Starlink pour fournir des services essentiels à la population. Pendant ce temps, malgré les protestations d'Elon Musk et de la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, les forces de défense ukrainiennes ont également trouvé des moyens d'exploiter les capacités de Starlink pour les aider à défendre leur territoire et à mener des contre-attaques contre les envahisseurs. On l'a qualifié d'épine dorsale des communications sur les champs de bataille ukrainiens. De nombreuses unités disposant d'au moins un terminal Starlink pour rester connectées et recueillir des données vitales. Les équipes de drones utilisent aussi Starlink pour piloter leurs drones lors d'attaques contre les forces russes, certains drones ayant leurs propres terminaux Starlink. La Russie, quant à elle, s'est vue interdire l'utilisation officielle de Starlink sur son propre territoire. SpaceX limitant l'accès grâce à une technique appelée géorepérage, qui consiste essentiellement à restreindre la disponibilité du service à certaines zones spécifiques. Cependant, maintenir ces restrictions dans les zones contestées et occupées de l'Ukraine s'est avéré beaucoup plus difficile. Les forces russes seraient apparemment capables d'utiliser des terminaux introduits en contrebande dans certaines régions de la ligne de front. Pendant les premières phases de la guerre, cela signifiait que l'Ukraine bénéficiait d'un avantage énorme en termes de connectivité et de communication. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Début 2024, par exemple, le renseignement de la défense ukrainienne a révélé que les forces russes utilisaient les communications par satellite Starlink. En fait, les troupes ukrainiennes ont rapporté que les Russes utilisaient Starlink depuis assez longtemps, avec des milliers de terminaux en leur possession. Personne ne savait exactement comment cela s'était produit. SpaceX a confirmé qu'elle n'avait vendu aucun terminal à la Russie, ni directement ni indirectement. Elle a précisé n'avoir aucun lien commercial avec le gouvernement ou l'armée russe, et Starlink a confirmé que son service ne fonctionnait pas en Russie. L'entreprise a aussi menacé de sanctionner ou désactiver tout tiers fournissant des produits Starlink aux forces russes. Alors, les agents du renseignement ukrainien ont approfondi leurs recherches. Ils ont publié un enregistrement radio d'une conversation entre des Russes discutant de la possibilité d'acheter des terminaux Starlink par l'intermédiaire d'un pays arabe. Entre-temps, d'autres preuves de l'utilisation de Starlink par l'armée russe ont émergé. Bien que les terminaux ne fonctionnaient pas en Russie même, ils étaient opérationnels dans les zones de front, ce qui posait un dilemme majeur pour l'Ukraine et pour SpaceX lui-même. Si l'entreprise laissait Starlink active dans ces zones, les deux camps en profiteraient, et les Russes pourraient utiliser leurs terminaux obtenus illégalement pour attaquer les positions ukrainiennes. En même temps, si SpaceX décidait d'élargir ses mesures de géorepérage pour empêcher l'utilisation de Starlink par les forces russes sur les lignes de front, cela pourrait également perturber l'accès et les communications des Ukrainiens. Les équipes ukrainiennes ont proposé de travailler avec les ingénieurs de Starlink pour désactiver le service aux utilisateurs russes sans affecter l'Ukraine. En mai 2024, il semblait que l'histoire avait trouvé une issue positive. Le Pentagone et SpaceX ont annoncé avoir officiellement bloqué l'accès de la Russie au satellite Starlink. Cependant, John Plumb, secrétaire adjoint à la défense pour la politique spatiale aux États-Unis, a averti que la Russie pourrait encore contourner le blocage. Nous avons réussi à contrer l'utilisation russe, mais je suis sûr que la Russie cherchera encore à exploiter Starlink et d'autres systèmes de communication commerciaux. Le problème persistera. Nous avons bien compris la situation et trouvé de bonnes solutions pour Starlink et l'Ukraine. Plum avait raison. Quelques mois à peine après l'annonce du Pentagone, des preuves en Ukraine ont montré que la Russie utilisait des drones équipés de Starlink, et le problème semblait persister. En fait, en 2024, la situation n'a fait qu'empirer. Les preuves montraient que des dizaines de milliers de récepteurs Starlink étaient encore introduits clandestinement en Russie via divers pays, dont la Turquie, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Arrivés sur le front, ces récepteurs facilitaient grandement la vie des troupes russes et de leurs officiers. Ils pouvaient les utiliser pour accroître la portée, la précision et la résistance aux contre-mesures électroniques de leurs drones d'attaque. Cela les rendait ainsi plus efficaces et plus meurtriers. Les officiers russes ont aussi utilisé Starlink pour obtenir une cartographie en temps réel du champ de bataille, incluant des infos actualisées sur les positions des troupes
et l'imagerie du terrain, afin de mieux coordonner soldats et ressources. Un expert ukrainien en cyberguerre, dont le nom de code était Goldfinger, a résumé la situation aux journalistes. Depuis 2025, ils utilisent les Starlink pour piloter leurs gros drones et améliorer la précision de leurs attaques, leur donnant ainsi un avantage pour contourner nos systèmes anti-drones. Donc cela devenait de plus en plus important et dangereux pour nous. La situation semblait de plus en plus sombre. Début février 2026, l'Ukraine était sous le choc, après une campagne de bombardement longue et particulièrement intense menée par les Russes, combinée aux effets dévastateurs d'un hiver long et froid, avec des coupures de courant répétées, alors que les essaims de drones du Kremlin visaient les sous-stations et installations énergétiques du pays. Yaroslav, un officier du renseignement de la 128e brigade mécanisée lourde d'Ukraine, a admis qu'à l'époque, les perspectives de son pays n'étaient pas des plus brillantes. L'ennemi tentait d'infiltrer les unités ukrainiennes par des opérations d'assaut indirectes, notamment en profitant du mauvais temps, pour déplacer son infanterie entre des positions exposées et poursuivre son avancée. Il a précisé que la première brigade repoussait les assauts russes près de Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine, à cette période. Plus à l'est, les forces russes commandées avançaient également progressivement vers la ville d'Ulianaïvka, tandis que les défenseurs ukrainiens étaient eux repoussés dans des endroits comme Pokrovsk, Lyman et ailleurs. Puis SpaceX a fait quelque chose qui a complètement bouleversé la situation. Kiev a demandé à l'entreprise d'imposer une nouvelle obligation d'enregistrement pour chaque terminal Starlink en Ukraine. L'entreprise a accepté et mis en place le système rapidement. Tout à coup, toute personne souhaitant accéder au service Starlink n'importe où en Ukraine, y compris dans les territoires occupés et sur la ligne de front, devait se rendre dans un centre de service agréé en territoire non occupé et présenter son passeport. S'ils ne le faisaient pas, leurs appareils ne fonctionnaient tout simplement pas. Pour l'Ukraine, c'était une grande victoire et un tournant extrêmement important. Pour la Russie, c'était une catastrophe. En un instant, de nombreux soldats, unités et commandants ont été aveuglés, et même les responsables russes ont reconnu que cela avait fortement affecté leurs opérations. Andrei Medvedev, par exemple, le vice-président de la Douma de la ville de Moscou, s'est exprimé sur Telegram en disant que, suite aux actions de SpaceX, au lieu d'une frappe planifiée contre l'ennemi, nous avons un chaos infernal. Les blogueurs militaires russes se sont aussi déchaînés en ligne sur cette décision, comme Alexandre Sladkov, qui a reconnu que perdre l'accès à Starlink crée des difficultés importantes, et la chaîne Telegram des deux majors, qui a écrit « Le fasciste adoré par des millions de personnes, Elon Musk, sert les intérêts des forces armées ukrainiennes. » Cela pourrait expliquer la panne massive des terminaux qui a commencé hier soir sur le front. De cette façon, le génie adoré par les libéraux a de nouveau aidé les forces armées ukrainiennes à tuer nos soldats. Des blogueurs militaires ont noté que la Russie tentait de contourner le problème, mais qu'aucune alternative viable à Starlink n'existait actuellement. Ils ont ajouté que le Kremlin étudiait des moyens comme contourner l'enregistrement ou utiliser des satellites chinois, mais ont confirmé qu'il faudrait encore du temps avant qu'une solution n'apparaisse. Mais le temps est une ressource précieuse pour les troupes russes au front. La plupart ne survivent que quelques jours au combat avant d'être blessés ou pire, et ils ne pouvaient pas attendre que les autorités trouvent une solution. Alors, ils sont devenus désespérés, et un groupe de hackers ukrainiens a pleinement profité de ce désespoir. Petite parenthèse rapide. Nous faisons de Military Show pour expliquer le vrai fonctionnement du pouvoir. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour suivre la suite. Certains Russes ont compris que pour réactiver Starlink, ils devaient trouver comment enregistrer leurs terminaux. Ils ne pouvaient pas agir eux-mêmes, car cela exigeait d'entrer loin en Ukraine et d'obtenir des passeports ukrainiens, ce qui était trop risqué. Ils ont donc cherché des Ukrainiens, prêts à les aider, proposant de fortes sommes à ceux acceptant d'enregistrer les terminaux pour rétablir leur communication. C'était une mesure désespérée, mais pour les troupes sur le terrain, c'était leur seule option. Ils ignoraient cependant que leurs appels avaient attiré l'attention de la 256e division d'assaut cyber, une équipe de spécialistes ukrainiens en guerre informatique. Dirigée par Goldfinger lui-même, un ancien soldat blessé au combat, mais qui a décidé de continuer à servir son pays dans le domaine numérique en tant que hacker. La division a senti que c'était une occasion pour eux de tendre un piège aux Russes, qui pourrait changer le cours de la guerre et sauver d'innombrables vies au passage. Ils ont décidé de se faire passer pour un groupe de cybercriminels, et ont commencé à contacter des soldats russes désespérés, leur proposant d'enregistrer leur récepteur Starlink en Ukraine, en échange d'un paiement en crypto-monnaie. Dès que quelqu'un mordait à l'hameçon, l'arnaque débutait.
Les hackers ukrainiens piégèrent leurs victimes en demandant d'abord des informations banales, comme les numéros de série de leurs appareils. Tout cela semblait normal, et pas particulièrement risqué pour les Russes. Alors ils ont continué, et ont soumis leurs informations. Ensuite, les hackers sont allés plus loin, en demandant des informations supplémentaires. Finalement, une fois qu'ils avaient effectivement reçu le paiement des Russes pour leurs services, ils sont passés à la dernière étape de leur plan, en demandant aux soldats leurs coordonnées GPS exactes. À ce stade, beaucoup de soldats russes étaient déjà totalement convaincus par l'idée. Ils avaient déjà payé et donné beaucoup d'informations. Alors ils ont accepté la demande, fournissant volontairement des données précises sur leur position. Dès lors, les hackers transmettaient ces infos aux unités militaires ukrainiennes en première ligne, qui pouvaient ensuite s'approcher discrètement des Russes et les détruire facilement. C'est une astuce scandaleuse, mais elle fonctionne. La 256e division rapporte que plus de 2600 Russes sont tombés tête la première dans le piège et ont révélé leur position. L'armée ukrainienne a ainsi pu localiser précisément les postes de commandement russes, les positions de pilotes de drones, les rassemblements de troupes et les quartiers généraux. Le journaliste d'investigation Maxim Tucker, qui a réalisé tout un documentaire sur ces hackers ukrainiens de génie, a fourni des informations supplémentaires sur le fonctionnement de leur arnaque lors d'un épisode du podcast Times Radio Frontline. Il a précisé que l'équipe compte seulement 6 membres, mais qu'ils ont conçu un chatbot d'IA qui effectue la plupart des tâches, notamment contacter les Russes et collecter progressivement leurs données. Cela leur permet de cibler de nombreuses forces ennemies, bien qu'ils soient un groupe restreint. Il a ajouté que les hackers utilisent diverses techniques pour pirater les emails russes ou créer de faux profils féminins générés par IA afin de discuter avec les soldats russes en première ligne et obtenir des informations sur leur position et mouvements. Cela enrichit la base de renseignement de l'Ukraine et donne une image plus claire du champ de bataille. Dès qu'ils trouvent quelque chose d'important, les hackers l'envoient au centre de commandement militaire. Tucker a même filmé le moment précis où un appel est arrivé à un poste de commandement de la part de Goldfinger lui-même, révélant qu'un soldat russe se cachait à proximité. Il explique que quand les équipes ukrainiennes reçoivent ce type d'informations, elles n'envoient pas directement de drones, ni ne bombardent ces zones sans vérification. Pour éviter de blesser des civils ou de gaspiller des ressources, ils surveillent d'abord pour confirmer la présence des Russes avant de planifier leurs actions. Dans son article pour The Times, Tucker cite un exemple dans lequel Yaroslav, de la 128e brigade mécanisée lourde, a reçu des coordonnées de la 256e division. Il les place sur des images de reconnaissance, zoomant, pour examiner précisément la zone exacte où les Russes sont censés se trouver. Il détecte vite les signes de troupes ennemies, comme des traces fraîches et des branches dissimulant leur abri. Après confirmation par Yaroslav, il a transmis les coordonnées aux opérateurs de drones ukrainiens, qui ont effectué une frappe de précision sur l'abri. Yaroslav et ses collègues officiers ont regardé le flux en direct alors qu'un drone kamikaze percutait le toit de la structure, faisant s'effondrer tout l'abri sur les Russes blottis à l'intérieur. Quelques instants avant l'impact, la caméra du drone repère autre chose, une antenne satellite sur le toit du bâtiment, non pas orientée vers le ciel, mais vers un village voisin. Ceci est aussi devenu courant sur toutes les positions en première ligne. Après la coupure de Starlink par SpaceX, les Russes pendant ont utilisé des antennes satellites pour établir des ponts Wi-Fi entre les unités et communiquer. D'un côté, c'est une façon innovante de contourner le problème. De l'autre, cela facilite encore plus la tâche de l'Ukraine pour repérer où se cachent les Russes. Ils doivent chercher les antennes satellites, voir leur direction et suivre les lignes pour trouver d'autres soldats. Yaro a précisé que même après avoir donné leur localisation aux hackers, de nombreux Russes sont restés sur place un moment, laissant à l'Ukraine le temps de les localiser et les éliminer. Plusieurs explications sont possibles. Certains soldats russes pourraient, par exemple, être trop naïfs pour réaliser qu'ils ont été piégés. Sinon, ils pourraient réaliser qu'ils se font arnaquer, mais craindre d'en parler à leurs supérieurs ou collègues, préférant rester silencieux et espérer que leur erreur ne soit pas fatale. Dans certains cas, les Russes peuvent vouloir se déplacer, mais ils ne peuvent tout simplement pas le faire, car ils sont stationnés dans des endroits tellement dangereux, avec des drones ukrainiens qui bourdonnent au-dessus d'eux, scrutant la zone à la recherche du moindre signe de mouvement. En conséquence, beaucoup de ces soldats sont anéantis, tout cela à cause de leur propre naïveté, ce qui a grandement facilité la tâche des opérateurs de drones ukrainiens. Des opérateurs comme Katerina, âgée de 23 ans et enceinte de 4 mois, au moment où Tucker l'a rencontrée. Elle s'est engagée dans l'armée,
après avoir vu les horreurs causées par les occupants russes dans son village la première année de la guerre. Les habitants de mon village ont souffert sous l'occupation. Plusieurs hommes ont été faits prisonniers, dont un torturé à mort. Ils ont lancé des grenades dans les caves où des gens se cachaient, trop terrifiés pour sortir. Certaines personnes en sont mortes. Aujourd'hui, elle est l'une des nombreux pilotes de drones utilisant les données des hackers pour éliminer les soldats du Kremlin, ralentir l'ennemi et affaiblir sa machine militaire, frappe après frappe. Je ressens simplement une soif de vengeance pour tout ce qu'ils ont fait ici et ce qu'ils continuent de faire. Je protège mes sœurs, mes frères, mes petits-neveux, et en fait, tous les enfants d'Ukraine qui souffrent de l'agression russe. Et je fais cela pour que mes propres enfants puissent vivre en paix plus tard. Dans quelle mesure cette méthode a-t-elle été efficace ? Même si Tucker admet qu'il est impossible de connaître le nombre exact de pertes russes causées par cette opération, les combattants ukrainiens en ont clairement ressenti les effets. Ils ont révélé que les frappes russes, sur les lignes ukrainiennes, ont chuté de 45%, de façon stupéfiante, depuis que les terminaux Starlink ont été désactivés et que le piratage a commencé. Tucker affirme que cela a sauvé d'innombrables vies, et que d'autres brigades cybernétiques le long du front ont beaucoup appris de la 256e division. Certains ont commencé à imiter leur méthode pour collecter davantage de données Starlink et mener des attaques plus dévastatrices contre leurs ennemis. Il est peu probable que cette méthode fonctionne longtemps. Les Russes qu'on entende finiront par comprendre et moins de soldats révéleront leur localisation. Mais les hackers ukrainiens restent persévérants. Ils développent déjà de nouvelles astuces pour surprendre l'ennemi et utilisent de plus en plus des technologies d'IA comme des personas ou outils de piratage IA pour renforcer leurs opérations. Cela les a aidés à pénétrer dans les boîtes mail de responsables du Kremlin et d'hommes d'affaires moscovites, ainsi qu'à découvrir l'emplacement secret d'usines d'armement russes qui ont depuis été frappées par des missiles longue portée. En bref, même si ces équipes cyber ne sont pas sur la ligne de front à tirer au fusil ou à organiser des frappes d'artillerie, elles ont tout de même un impact extraordinaire sur cette guerre, en usant d'une pensée innovante et originale pour semer chaos, confusion et effondrement dans les rangs du Kremlin. Le M777 est un obusier imposant et volumineux, pesant plus de 4 tonnes. Il n'a ni moteur ni blindage, et malgré l'intégration de systèmes avancés de ciblage et de contrôle de tir, cela reste un équipement militaire très conventionnel. Donc, en théorie, il devrait être relativement inutile dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, un conflit désormais dominé par des véhicules aériens sans pilote avancés et des systèmes d'armes de pointe. Après tout, avec leurs drones kamikazes qui pullulent comme dans le ciel, la Russie ne devrait avoir aucune difficulté à localiser et détruire l'artillerie ennemie avec facilité. Pourtant, grâce à un mélange de courage, d'innovation et d'adaptation intelligente, l'Ukraine a transformé cette arme apparemment inutile en un élément inestimable et redoutable de son arsenal. Mais avant d'examiner comment cela s'est produit, regardons de plus près l'arme en question. Le obusier M777 est un système d'artillerie tracté de 155 mm, conçu et développé par la société de défense britannique BAE Systems. Cependant, environ 70% de ces pièces sont en réalité fabriquées aux États-Unis, la production et l'intégration ayant lieu à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les premiers M777 sont sortis des chaînes de production au début des années 2000 et ont depuis été mis en service auprès des forces terrestres des États-Unis, de l'Australie, du Canada, de la Colombie, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite et de l'Ukraine, le M777 ayant été utilisé pour la première fois au combat lors de la guerre en Afghanistan. Ils ont aussi servi pendant la guerre en Irak, la guerre civile syrienne, la guerre civile au Yémen et actuellement dans la guerre russo-ukrainienne. À maintes reprises, ils se sont révélés extrêmement efficaces. Et lorsque l'on examine les spécifications techniques du M777, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Bien qu'ils restent grands et encombrants, ils sont bien plus légers que les anciens modèles. Pour être plus précis, avec ses 4,2 tonnes, le M777 est 41% plus léger que l'obusier M198 de 7,15 tonnes qu'il était destiné à remplacer. Cela est principalement dû au fait qu'il utilise du titane relativement léger, pour une grande partie de sa conception, et comme il est beaucoup plus léger que son prédécesseur, il est beaucoup plus facile à déplacer d'un point A à un point B. Il peut être transporté par des hélicoptères et des avions de transport, comme le Lockheed C-130 Hercule ou le C-5 Galaxy par exemple. Et il peut également être tracté au sol à l'aide de véhicules équipés de freins pneumatiques, comme les véhicules tactiques FMTV et MTVR. La conception plus moderne du M777 signifie également qu'il ne nécessite pas autant de personnes pour le faire fonctionner.
Les anciens modèles nécessitèrent des équipes pouvant aller jusqu'à 9 membres, tandis que le M7-177 peut fonctionner avec seulement 5 personnes, voire des équipes aussi petites que 3 personnes en situation d'urgence. On peut dire que le plus grand avantage du M7-177 est sa précision. Grâce à des systèmes de contrôle de tir numérique avancés, ainsi qu'à des munitions guidées par GPS, il a la capacité de frapper des cibles situées jusqu'à 40 km, soit 25 miles, avec une précision extraordinaire et une marge d'erreur extrêmement faible. Son incroyable précision a même poussé certains experts à le surnommer un fusil de précision géant, capable d'éliminer des cibles à distance plus efficacement que presque n'importe quel autre obusier. Il y a aussi la polyvalence du M7-177. Il est capable de tirer une large gamme de munitions, y compris des obus d'artillerie intelligents M9-182, qui peuvent atteindre leur cible à moins de 10 mètres, soit 33 pieds, même lorsqu'ils sont tirés à une distance allant jusqu'à 24 km, soit 15 miles. Il peut également lancer des projectiles assistés par fusée, comme le M549A1 des obus à sous-munitions guidées Bofors, des projectiles à base Bleed M1128, ainsi que des obus XM113 à portée étendue. Quelques mois seulement, après le début de la guerre, en avril 2022, l'Ukraine a reçu un important lot de 90 systèmes M777 des États-Unis, avec des unités supplémentaires fournies par le Canada et l'Australie. D'autres sont arrivés dans les mois et les années qui ont suivi. Et les États-Unis ont également fourni plusieurs millions d'obus, comprenant à la fois des munitions conventionnelles et des obus spécialisés, comme les obus M7-118 RAM à mines antichars, qui sont un type d'obus d'artillerie contenant des mines antichars à l'intérieur. Bien qu'il y ait eu quelques difficultés initiales pendant que les soldats ukrainiens apprenaient à tirer le meilleur parti de ces systèmes, ils se sont rapidement révélés très efficaces. En effet, début 2024, le M777 était considéré comme peut-être l'arme la plus déterminante du conflit. À cette époque, l'artillerie était la principale source de dégâts sur le champ de bataille, représentant environ 80% des pertes des deux côtés. Selon des estimations de février 2024, les systèmes d'artillerie auraient directement tué ou blessé environ 400 000 soldats au total. Et malgré la présence de nombreux systèmes d'armes occidentaux à sa disposition, y compris le canon automoteur César français de 155 mm, le système américain de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité, M142 HIMARS, et le canon automoteur M109 Paladin, le M7-177 était sans doute le plus prisé parmi les équipes d'artillerie ukrainiennes. Parce qu'il était si facile à utiliser, si précis et si fiable, prouvant sa valeur à maintes reprises. En février 2023, par exemple, les forces du Kremlin menaient une offensive agressive pour capturer une petite ville du Donbass appelée Vuhledar. Un grand nombre de soldats russes et de mercenaires du groupe Wagner ont pris d'assaut la zone. Une attaque comprenait aussi une grande colonne mécanisée de chars, véhicules de combat d'infanterie et transports blindés tentant de franchir un point d'étranglement. Le M7-177 les a éliminés comme des cibles faciles. Plus de 30 systèmes d'armes lourdes ont été détruits en très peu de temps. L'Ukraine, utilisant les obus M7-118 RAM fabriqués aux États-Unis pour anéantir facilement les chars et les véhicules blindés de transport de troupes. Il y avait d'innombrables histoires similaires dans d'autres zones de front, mais avec le temps, la guerre a commencé à prendre une toute autre direction, et de nombreux experts craignaient le pire pour le M7-177. La Russie a commencé à beaucoup moins compter sur les tactiques de guerre terrestres conventionnelles et les assauts mécanisés, préférant déployer des véhicules aériens sans pilote, des drones, en bien plus grande quantité qu'auparavant. L'Ukraine aussi, lentement mais sûrement, a adopté ce style de guerre, développant et déployant son propre arsenal de drones pour contrer les attaques ennemies. Avec des milliers de drones survolant constamment le front, les grands systèmes d'artillerie lourde devenaient soudain des cibles faciles, prêtes à être détruites. L'Ukraine ne pouvait plus simplement positionner ses M7-177 où elle le souhaitait et tirer sur les groupes d'assaut ennemis. Au lieu de cela, elle devait constamment se méfier de la menace venant d'en haut, en restant toujours à l'écoute du bourdonnement caractéristique des drones Shahed russes et d'autres drones explosifs. Parce que même si le M7-177 est certainement capable d'infliger des dégâts importants, il n'est pas vraiment conçu pour en encaisser beaucoup en retour. Il n'a pas sa propre armure, ni d'autres mesures de protection, par exemple, et un seul impact de drone au bon endroit suffit à mettre tout un obusier hors service, soit temporairement, soit, dans le pire des cas, de façon permanente. Il n'est pas surprenant que de nombreux analystes militaires pensent que le M7-177 deviendrait inévitablement inutile, à mesure que le conflit s'enfoncerait dans sa phase de guerre par drone.
Mais cela ne s'est pas produit. Même maintenant, en 2026, les équipes d'artillerie ukrainiennes utilisent encore régulièrement le triple sept. Ils le considèrent toujours comme l'un des atouts les plus importants à leur disposition. Une équipe d'artillerie, le premier régiment d'assaut séparé, admettant ouvertement que sans les M7-177, l'Ukraine serait aujourd'hui dans une position nettement plus faible. Le premier régiment ajoute qu'il a récemment reçu un nouveau lot de ces obusiers. Maintenant, nous avons quelques obusiers 777 de plus, et ils sont tous déjà en position. Nous sommes ravis de les avoir, car ils sont très précis. Ces canons continuent de démontrer des niveaux d'efficacité remarquables, avec des équipes ukrainiennes rapportant des taux d'efficacité de 80%. Cela signifie que la grande majorité des obus tirés atteignent leur cible prévue. Et ils continuent de détruire des chars ennemis, des véhicules, des concentrations de troupes et d'autres équipements, jour après jour. Mais comment cela est-il possible ? Avec des drones russes patrouillant dans le ciel et transportant des charges assez puissantes pour anéantir un M7-177 en un clin d'œil, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à tirer un tel parti de ses armes de façon constante et continue ? Eh bien, tout repose sur l'adaptation. À mesure que la situation de la guerre a changé et évolué, l'Ukraine a dû trouver des moyens d'évoluer elle aussi. Mais au lieu de simplement retirer ces M7-177 et d'accepter qu'ils ne sont plus adaptés à leur mission, les forces de Kiev ont plutôt découvert de nouvelles façons innovantes et intelligentes de les utiliser. Mais avant de voir comment ils s'y prennent exactement, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir plus souvent, assurez-vous de vous abonner à l'émission militaire. Nous expliquons tout en détail comme ça chaque semaine. Au premier stade de la guerre, l'Ukraine pouvait tracter ses canons 777 près des lignes de front et tirer sur les positions ennemies, rayant les véhicules ennemis de la carte. Maintenant, avec la menace des drones, cette tactique ne fonctionne plus. Dès que le M7-177 tire un seul obus, l'ennemi réagit immédiatement. Les équipages de drones passent à l'action, avec des drones de reconnaissance, des munitions rôdeuses Lancet et la menace constante des drones Shahed, transformant le ciel en un terrain de chasse mortel, détruisant l'artillerie ennemie avant même que l'équipage puisse recharger ou aligner leur prochain tir. En conséquence, l'Ukraine a dû changer sa façon d'utiliser les M7-177. Plutôt que d'occuper le même emplacement pendant une longue période, elle a adopté ce qu'on appelle des tactiques de tir et dégage, qui consistent à repositionner les obusiers plusieurs fois au cours d'une seule journée, sans jamais rester trop longtemps au même endroit. Ce n'est pas facile. Le premier régiment reconnaît. Quelle que soit l'expérience de l'équipe, positionner un canon comme celui-ci tient largement du hasard. Il existe toujours un risque d'être repéré lors des déplacements, et les soldats doivent aussi emballer toutes les munitions et équipements lorsqu'ils changent de lieu. Ensuite, lorsqu'ils arrivent à un nouvel emplacement, il y a le défi de réinstaller le canon, de le charger, d'aligner le tir, et ainsi de suite, avant de se préparer à évacuer la zone à nouveau. C'est un processus épuisant, mais c'est la meilleure façon de garder ces obusiers intacts et efficaces le plus longtemps possible, et pour l'instant, ça fonctionne. C'est là que les caractéristiques du M7-177 entrent en jeu. Sa légèreté par rapport aux anciens systèmes d'artillerie le rend facile à transporter, même sur terrain difficile, et les équipages ukrainiens maîtrisent l'installation et le démontage de leurs canons. Ils peuvent accomplir ces procédures complexes en quelques minutes, ce qui leur permet d'entrer et de sortir des positions de tir avant que les Russes n'aient le temps de déterminer exactement où ils se trouvent et de riposter. Mais ce n'est pas la seule façon dont les forces ukrainiennes tirent le meilleur parti de leur M7-177 en 2026. Les forces de Kiev ont également plusieurs autres astuces en réserve, comme des leurres par exemple. En utilisant des matériaux simples et bon marché comme le bois, la ferraille ou de vieux tuyaux d'égout, les ingénieurs ukrainiens ont fabriqué de faux M7-177 pour tromper les Russes et leur faire gaspiller des drones. Assemblés avec des composants simples, ces leurres sont souvent très réalistes. Certains d'entre eux dégagent de petites bouffées de fumée pour donner l'impression qu'ils viennent d'être tirés, par exemple. D'autres utilisent de simples sources de chaleur, comme des radiateurs sur batterie ou de petits moteurs, pour imiter la signature thermique de vrais canons, augmentant ainsi les chances que les drones russes les repèrent et gaspillent temps et ressources à les attaquer. Pendant ce temps, les véritables M7-177 sont déjà en route vers un autre emplacement de tir. Dans certains cas, ces leurres coûtent moins de 1000 $ à fabriquer. Mais la Russie peut gaspiller des drones d'une valeur allant jusqu'à 50 000 $ pour les détruire. Et toutes ces pertes s'accumulent avec le temps. C'est l'une des façons dont l'Ukraine remporte le volet économique de la guerre, obligeant la Russie à gaspiller argent, hommes et ressources
pour peu de résultats. L'Ukraine a également apporté quelques modifications assez inhabituelles à ses obusiers, M7, 177. Beaucoup des modèles utilisés aujourd'hui, par exemple, ont vu leurs systèmes électroniques et de contrôle de tir retirés. Cela peut sembler fou, mais il y a en réalité une raison très logique derrière cela. Quand les premiers M777 sont arrivés en Ukraine, beaucoup d'entre eux étaient dotés de batteries, tablettes et capteurs GPS intégrés. Sous le canon, il y avait un compartiment pour les batteries alimentant la tablette, ou bien les 2 tablettes étaient placées à chaque poste de tireur. Avec le temps, cependant, l'Ukraine s'est rendu compte que la Russie utilisait en réalité les signatures électroniques de ses tablettes, batteries et capteurs pour localiser les positions des M7-177 et les attaquer. À ce moment, les gars ont compris qu'il valait mieux les déconnecter, a expliqué un représentant du 1er régiment, ajoutant qu'il est plus efficace de travailler à l'ancienne. Privés de cet équipement électronique, les Russes peinent davantage à localiser et détruire les canons ukrainiens. Et c'est grâce à des solutions innovantes comme celle-ci que l'Ukraine peut encore utiliser le M7-177 aussi régulièrement pour stopper net les assauts ennemis sur la ligne de front. Bien sûr, l'inconvénient est que cela met aussi plus de pression sur l'équipage du 777 pour charger le canon et aligner leurs tirs. Ils utilisent de grandes tiges courbées, appelées bourroirs, pour forcer les obus dans le canon. C'est un travail difficile. Les obus sont lourds, les tiges encombrantes, et les canons très bruyants et longs à repositionner. L'Ukraine parvient encore à rendre ses équipages plus efficaces. Certaines unités ont été observées avec des exosquelettes avancés, leur permettant de manipuler les obus plus facilement, sans solliciter excessivement leur dos et leur corps. Les équipes d'opération font également de leur mieux pour éviter de gaspiller les armes et les munitions à leur disposition, un commandant d'équipage de M7-177 ayant déclaré aux intervieweurs « Nous tirons uniquement sur nos cibles, aucun tir inutile. Si nous nous déployons, nous opérons brièvement mais efficacement. » C'est important pour 2 grandes raisons. Premièrement, une utilisation plus efficace du M7-177 signifie que moins d'obus sont gaspillés et que davantage atteignent leur cible, infligeant un maximum de dégâts au rang russe et offrant à l'ennemi moins d'occasions de riposter. Deuxièmement, en évitant de gaspiller des tirs ou de faire feu de manière excessive avec ses obusiers, l'Ukraine prolonge leur durée de vie. Parce que des systèmes comme celui-ci n'ont généralement pas une très longue durée de vie. En général, le tube du M7-177 peut tirer un maximum de 2500 obus avant de devoir être réparé ou remplacé. Même si l'Ukraine a reçu de nombreux systèmes et munitions de ses alliés, son approvisionnement reste limité. Elle doit tirer le meilleur parti des ressources dont elle dispose. Elle doit faire en sorte que chaque tir compte, et elle ne peut pas se permettre de simplement tirer des obus au hasard, en espérant et en priant que certains atteignent leur cible. À la place, ces équipages font preuve d'une grande ingéniosité, sélectionnant leurs cibles et synchronisant parfaitement leurs tirs. Et c'est grâce à cela qu'ils peuvent atteindre des taux d'efficacité aussi incroyables, certains équipages rapportant même des taux de précision allant jusqu'à 95%, avec seulement une infime fraction des obus qui n'atteignent pas leur cible. Ceci témoigne à la fois de l'excellente conception du M7-177 lui-même, et de la patience, ainsi que de la discipline de ses opérateurs ukrainiens. Bien sûr, ils font encore face à des difficultés. Même avec des tactiques de tir et de déplacement rapides, et un positionnement plus intelligent, les drones restent toujours une menace. Diverses défenses anti-drones aident à réduire le risque d'impact direct et de canons détruits, notamment des filets anti-drones placés au-dessus des positions d'artillerie. Les technologies de guerre électronique brouillent les systèmes de navigation des drones pour les détourner, tandis que les réseaux de contre-batterie, radars et drones préviennent les équipages d'une éventuelle riposte russe. L'Ukraine choisit également ses positions de tir avec le plus grand soin, déployant souvent ses obusiers uniquement dans des emplacements sécurisés et fortifiés, beaucoup plus résistants aux drones et aux batteries ennemies que les positions exposées. Même avec ses tactiques défensives et ses mesures de protection, tous les M7-177 ne quittent pas le champ de bataille intact. Heureusement, les ingénieurs ukrainiens sont aussi devenus très compétents pour réparer et redéployer les unités endommagées au combat. Comme le note un soldat, nos obusiers ont essuyé des tirs de drones lancés, de roquettes Grad et d'obus Krasnapol, mais nous parvenons toujours à les réparer. Dans certains cas, lorsqu'ils doivent effectuer des réparations rapides en pleine bataille, les équipes ukrainiennes sont connues pour utiliser toutes les pièces de rechange qu'elles peuvent trouver, afin de construire des canons Frankenstein, composés de pièces provenant de plusieurs unités différentes. Dans d'autres cas, les systèmes d'artillerie endommagés
sont envoyés dans des usines de réparation, où des équipes talentueuses de mécaniciens accomplissent des miracles pour que ces armes vieilles de plusieurs décennies redeviennent comme neuves. Comme le résume un soldat ukrainien, elle a été conçue pour l'Afghanistan et l'Irak, mais au combat, nous l'utilisons surtout à notre façon. Nous trouvons nous-mêmes beaucoup de solutions. Voilà, en résumé, l'histoire de l'Ukraine tout au long de cette guerre. Elle n'a pas toujours eu les meilleures cartes en main. Elle n'a pas toujours eu l'équipement idéal pour chaque situation. Et elle doit faire face à un type de guerre très dynamique, qui a énormément évolué depuis ses débuts, pour devenir quelque chose de complètement différent plusieurs années plus tard. Encore et encore, elle a défié les pronostics et su tourner les choses à son avantage. Elle a transformé des ressources apparemment inutiles ou obsolètes en éléments inestimables de sa machine militaire, et elle en récolte les fruits, avec les M777 qui continuent de faire pleuvoir le feu sur les positions russes et de semer le chaos parmi les forces du Kremlin. L'art de la guerre a été complètement bouleversé ces dernières années. L'IA, les essaims de drones, les drones sous-marins et la guerre électronique ont bouleversé le statu quo, introduisant des capacités et menaces dignes de la science-fiction il y a quelques décennies. Pour les armées du monde, il faut s'adapter ou disparaître, et la Suède l'a fait plus vite que la plupart. Elle est en pleine ascension. Au cours des dernières années, les Suédois ont développé leurs propres essaims de drones, sont devenus l'une des premières nations à intégrer l'IA dans leurs avions de chasse JAS-39 Gripen E, et ont été les pionniers d'une nouvelle approche modulaire des systèmes anti-drones avec Lockheed, pour n'en citer que quelques-uns. Désormais, la Suède s'apprête à changer à nouveau les règles du jeu, cette fois sous les vagues. Alors, préparez-vous pour le tout premier sous-marin de 5e génération au monde, la classe Blekinge ou A-26. Ce sous-marin innovant regorge de fonctionnalités qui le rendent parfaitement adapté à la guerre de nouvelle génération en mer Baltique et au-delà. Et la Russie semble à ce stade impuissante à l'arrêter. Voici tout ce que vous devez savoir sur le A-26 et comment il pourrait bouleverser l'équilibre des forces dans le théâtre arctique et au-delà. Il n'est guère surprenant d'apprendre que l'entreprise à l'origine de l'A-26 est le géant suédois Saab, avec une gamme de produits comprenant le Lockheed et le Gripen E mentionnés précédemment, l'avion de surveillance et de contrôle aéroporté Global Eye, le canon sans recul Carl Gustaf M4 et le missile anti-char NLAW. Saab a toujours su fournir des systèmes d'armes de classe mondiale dans divers domaines, y compris lors de ses précédentes incursions dans les sous-marins. Ces sous-marins de la classe Gotland ou A-19 ont peut-être été construits dans les années 1990, mais les modèles modernisés ont prouvé leur valeur en 2005 en coulant à plusieurs reprises le porte-avions américain USS Ronald Reagan lors d'exercices, sans que le porte-avions ne se rende même compte de leur présence. Et les améliorations successives font qu'ils sont toujours considérés comme certains des meilleurs sous-marins diesel électriques au monde. Pour être précis, les 3 sous-marins suédois de la classe Gotland, les HSWMS Gotland, Öland et Arland, n'ont en réalité pas été conçus par Saab lui-même. Ils ont été initialement conçus et construits par Kockums AB à Malmö, une entreprise indépendante à l'époque. Saab a acquis Kockums en 2014 et a renommé le chantier naval Saab Kockums. Depuis lors, Saab est responsable de l'entretien, de la maintenance et des principales modernisations des sous-marins, y compris un vaste programme de modernisation à mi-vie pour les 3 navires réalisés de la fin des années 2010 jusqu'aux années 2020. Alors, quel est le rapport avec le nouveau A-26 ? Eh bien, il semblerait que les A-19 récemment modernisés aient reçu bon nombre des nouveaux systèmes présents sur le A-26. Plus important encore, la raison principale pour laquelle Saab a acquis Kockums à l'origine était principalement liée au programme A-26. Kockums a lancé le développement conceptuel du nouveau A-26 au milieu des années 2000, dans le cadre de l'effort suédois de modernisation de sa flotte de sous-marins. Mais ensuite, en 2014, la FMV a annulé le programme, et pour de bonnes raisons. Vous voyez, Kockums était depuis longtemps sous propriété allemande, ayant été intégré à Hovalswerk Deutsche Werft en 1999, puis plus tard à ThyssenKrupp Marine Systems, ou TKMS. Le principal constructeur de sous-marins suédois était désormais une entreprise techniquement sous contrôle allemand. Le gouvernement suédois s'inquiétait légitimement qu'un acteur clé de sa sécurité nationale, son principal constructeur de sous-marins, passe sous contrôle étranger. La situation s'est aggravée, culminant avec l'annulation du contrat. Le développement s'est arrêté, laissant une coque partiellement achevée, d'une valeur de plusieurs millions de couronnes, abandonnée. Pour sortir de l'impasse, Saab AB a racheté TKMS AB à ThyssenKrupp. En 2014, la renommée Saab Kockums,
et a repris le contrôle du chantier naval de Karlskrona, ainsi que de ses quelques 900 employés. Les préoccupations de sécurité nationale ayant été levées à la satisfaction du gouvernement, le projet a rapidement repris son cours. En juin 2015, la FMV a attribué à Saab Kockums un nouveau contrat pour 2 A26 d'une valeur de 7,6 milliards de couronnes suédoises, soit environ 820 millions de dollars. Le projet était de nouveau sur les rails et avançait à toute vapeur. La quille du premier A26 désigné HSW-HSWMS Blekinge a été posée au chantier naval de Karlskrona à la fin juin 2022, tandis que le deuxième sous-marin, HSW-HSWMS Skåne, était construit en parallèle. En conséquence, un effort de construction massif et incroyablement complexe est actuellement en cours. La A26 est construit en 5 sections et possède 140 systèmes à bord, que nous allons détailler dans un instant. Ces systèmes nécessitent pas moins de 600 000 pièces individuelles, 100 km de câbles et 10 000 tuyaux et conduits uniques. Saab a employé des procédés d'ingénierie avancés pour réaliser ce vaste processus, tels que la définition basée sur les modèles, les jumeaux numériques, les fils numériques et des outils de gestion du cycle de vie des produits. Pourtant, la controverse sur la propriété, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues au confinement Covid-19 et l'ampleur de cette chaîne ont eu des conséquences. Selon le contrat d'approvisionnement le plus récent, attribué en octobre 2025, la livraison des 2 navires a de nouveau été retardée. Les navires devaient initialement être prêts pour le service en 2024 et 2025, mais ils ne sont désormais attendus qu'en 2027 et 2028. Le coût total a également presque doublé, passant d'environ 1,51 milliard de dollars à 2,7 milliards de dollars. Cela dit, ce genre de dépassement de production et de budget est bien trop courant et généralement mal accueilli. Les retards de livraison compromettent la stratégie et le calendrier, et les surcoûts restent difficiles à justifier politiquement. Mais dans le cas de la A26, le retard a été, à bien des égards, un mal pour un bien. La technologie de la guerre a évolué à un rythme vertigineux ces dernières années, au point que les fabricants d'armement du monde entier peinent à suivre. Les systèmes prévus pour être intégrés aux navires et aux avions peuvent devenir obsolètes avant même d'avoir été installés. Cela implique d'abandonner le projet et d'assumer les coûts perdus ou de le refondre, entraînant retards et surcoûts. Si le A26 avait été livré selon le calendrier initial, certaines de ses caractéristiques les plus intéressantes n'auraient peut-être pas été envisagées. Désormais, Saab a l'opportunité d'intégrer des fonctionnalités de pointe et pérennes dès le départ. Et l'A26 est littéralement bourré de ce genre de fonctionnalités. Des caractéristiques qui en font une force potentiellement imparable et qui devraient le rester pour un avenir prévisible. Un sous-marin de 5e génération dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'un sous-marin de 5e génération et pourquoi l'A26 serait-il le premier ? Un sous-marin de 5e génération se définit avant tout par sa capacité à s'intégrer parfaitement dans le cadre des opérations multidomaines de l'OTAN, ou MDO, allant au-delà de la guerre sous-marine traditionnelle, pour opérer efficacement à travers les domaines maritimes, aériens et informationnels. Les générations précédentes de sous-marins se concentraient uniquement sur la furtivité sous-marine et la puissance de feu. Les sous-marins de 5e génération sont plus polyvalents, misant sur des signatures multidomaines équilibrées, une IA avancée pour traiter rapidement les données, et des capacités de guerre des fonds marins, dont le déploiement de drones sous-marins, ou UUV, et de forces spéciales. Comme nous allons le voir dans un instant, l'A26 possède toutes ces capacités en abondance, et excelle également en furtivité et en puissance de feu. La conception des sous-marins de 5e génération privilégie désormais aussi la modularité. Les baies modulaires de chargement permettent une reconfiguration rapide pour différents rôles, notamment le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, ou les missions ISR, les frappes et les opérations spéciales. Besoin de passer de la surveillance à la pose de mine. Remplacer simplement le module de surveillance par celui de pose de mine. Et la coque de l'A26 est conçue avec la modularité au cœur de sa construction. Comme mentionné précédemment, 5 sections distinctes sont construites simultanément. La seule section du cône arrière, pesant environ 80 tonnes. Une fois prêtes, elles seront assemblées pour créer une coque, telle d'énormes pièces de Lego. Cette construction modulaire signifie que l'A26 peut être rapidement reconfiguré pour divers rôles, comme l'intégration de véhicules sous-marins sans pilote ou UUV, système de lancement et récupération d'UUV par portail multimission dédié. Une conception modulaire renforce également le potentiel d'exportation du navire, permettant aux fabricants d'ajouter ou de retirer des fonctionnalités pour répondre aux exigences de différentes marines.
Cela permet aussi au pays de garder des technologies potentiellement risquées pour la sécurité nationale. Une décision prudente de la Suède, vu l'histoire du A-26. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, le A-26 coche toutes les cases d'un sous-marin de 5e génération avec assurance, et c'est le premier sous-marin à le faire. Il combine la furtivité, l'endurance et une flexibilité modulaire, d'une manière qui remet en question les idées reçues sur les plateformes diesel électriques et qui a terrifié les Russes. Sa conception illustre comment des sous-marins conventionnels avancés peuvent être des alternatives performantes et économiques aux navires nucléaires, offrant une grande flexibilité opérationnelle pour divers théâtres et missions à moindre coût. Conçu comme un système multidomaine, l'A-26 peut effectuer des missions de renseignement, déployer des systèmes sans pilote, soutenir des opérations spéciales et surveiller les infrastructures sous-marines, tout en restant immergé et extrêmement difficile à détecter pendant de longues périodes. En effet, l'aspect le plus marquant de l'A-26 est sans doute sa gestion de signatures multidomaines, obtenue grâce à des techniques de suppression acoustique, magnétique, radar, électrique, infrarouge et visuel. Dans son rôle au sein du cadre des opérations multidomaines de l'OTAN, l'A-26 est équipé de systèmes de surveillance électronique et de communication capables de collecter, de classer et de transmettre efficacement des données au réseau de commandement allié. Ces puissantes capacités de soutien électronique permettent l'interception et la classification passive des signaux afin de fournir une vue d'ensemble des communications ennemies, des émissions radar et des mouvements. C'est comme un aspirateur Hoover très puissant posé sur le fond marin, qui aspire des informations sur tout ce que la Russie fait à la surface et sous les vagues. Bien sûr, étant un navire sous-marin, la détection principale des signaux se fait par sonar, et l'A-26 est loin de manquer de capacité dans ce domaine. L'ensemble sonar intègre des réseaux d'étraves et de flancs Atlas électroniques, des réseaux sonars d'interception HF, le sonar anti-mine Kongsberg SA9510S, ainsi que des mâts optroniques, Safran, série 30, pour l'observation au périscope et en surface. Ces éléments sonars passifs et actifs fonctionnent sur des bandes de fréquences basses à moyenne, en privilégiant la sensibilité dans les environnements côtiers prédominants en mer Baltique. Les systèmes de mesure de soutien électronique, ou ESM, renforcent encore la détection acoustique de l'A-26 en surveillant les signaux radar et de communication, permettant aux sous-marins de géolocaliser les émetteurs et de classer les menaces de manière passive. Comme vous pouvez l'imaginer, l'ensemble impressionnant d'équipements de détection actifs et passifs du sous-marin génère en continu une grande quantité de données qui doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible. Saab a utilisé l'intelligence artificielle pour accélérer le processus. Selon l'entreprise, le traitement des données assisté par l'IA à bord de l'A-26 permet une synchronisation plus rapide avec les moyens aériens, terrestres, cyber et spatiaux lors des opérations conjointes, contribuant à ce que la marine suédoise appelle la guerre de l'information sous-marine. Cela inclut à la fois l'exploitation des liaisons de communication ennemies et la protection des infrastructures sous-marines nationales, en particulier les câbles et pipelines sous-marins critiques. Gérer tous ces signaux et données et choisir les bonnes réponses n'est pas une tâche facile, mais l'A-26 est parfaitement équipé pour cela. Son système de gestion de combat 9LV ou CMS fournit le commandement, le contrôle, les communications, l'informatique et le renseignement, ou la coordination C4I à travers les plateformes navales et les types de missions, augmentant ainsi la rapidité et l'efficacité de la prise de décision. Le 9LV fusionne les données provenant des réseaux sonars, de l'ESM et des capteurs optroniques pour offrir aux opérateurs une image tactique unifiée, leur donnant ainsi la capacité d'identifier et de réagir rapidement aux menaces. Le 9LV intègre un traitement avancé pour la corrélation en temps réel des données provenant à la fois des systèmes radar ESM et des systèmes de communication ESM. Cela donne à l'A-26 une plus grande capacité à détecter les émissions électromagnétiques sans émettre activement lui-même, ce qui pourrait compromettre sa furtivité. Profitez d'analyses militaires détaillées et de présentations d'armes. C'est ce que nous vous proposons chaque semaine ici à The Military Show. Abonnez-vous pour profiter des meilleures analyses militaires sur YouTube. Maintenant, les technologies dont nous venons de parler sont révolutionnaires, en particulier dans la région où l'A-26 est principalement destiné à opérer, du moins au sein de la marine suédoise, la mer Baltique. La coque profilée de l'A-26 est optimisée pour la haute furtivité et les opérations en environnements littoraux, notamment dans les eaux peu profondes et confinées de la Baltique. C'est une mer qui présente un ensemble de défis uniques. Elle gèle en hiver et possède un fond marin complexe qui rend l'utilisation du sonar très difficile.
C'est essentiellement une grande zone de combat littoral, avec des eaux peu profondes et des côtes complexes qui la rendent totalement inadaptée aux sous-marins nucléaires. Mais pas pour la A-26. La coque résistante de la A-26 emploie un acier avancé à haute résistance, assurant l'intégrité structurelle en profondeur et réduisant les signatures acoustiques. Il est également dépourvu de réservoirs externes, ce qui réduit encore sa détectabilité, et il est renforcé pour résister aux chocs, permettant des opérations dans des environnements fortement minés comme la mer Baltique. Avec une longueur de un peu moins de 66 mètres, une largeur de 6,75 mètres, un tirant d'eau de 6 mètres, et un déplacement d'environ 1925 tonnes en surface et 2100 tonnes en plongée. Il est idéal pour naviguer dans des zones peu profondes, comme la majorité des côtes de la mer Baltique. La navigation est améliorée grâce à son gouvernail arrière en X, composé de 4 surfaces indépendantes, offrant une manœuvrabilité supérieure à basse vitesse et une grande stabilité lors de la remontée à la surface ou en conditions turbulentes. Cette conception améliore la maniabilité en milieu archipélagique comme la Baltique, sans nuire à l'efficacité hydrodynamique. La coque résistante à la pression et la configuration en X du gouvernail offrent à l'A-26 une capacité puissante, notamment pour la guerre des fonds marins. Il peut se poser sur le fond marin, protéger les câbles sous-marins, surveiller les points d'étranglement et contrôler les lignes de communication maritime critiques. De plus, les Russes n'auront probablement aucune idée de sa présence, grâce aux fonctionnalités avancées de furtivité de l'A-26. Saab a nommé son système de furtivité Ghost, abréviation de Genuine Holistic Stealth, furtivité holistique authentique. Développée par Saab, cette technologie de furtivité avancée est conçue pour minimiser les signatures détectables d'un navire sur les spectres acoustiques, magnétiques et électromagnétiques. La technologie comporte plusieurs éléments, dont le principal est la configuration du moteur de la A-26. La A-26 utilise un système de propulsion hybride diesel-électrique et Stirling à autonomie indépendante de l'air, AIP. La configuration diesel-électrique utilise 3 moteurs diesel rechargeant les batteries en surface ou en schnorchel. Recharger ainsi les batteries permet à l'A-26 d'utiliser la propulsion électrique sur batterie pour des opérations immergées silencieuses à des vitesses plus élevées. La composante AIP comprend 3 moteurs Stirling Kockums. Chacun fournit environ 75 kW de puissance mécanique convertie en électricité, ce qui donne une puissance AIP totale d'environ 225 kW. Et c'est dans cette composante AIP du moteur que réside la magie. Le système de propulsion indépendante de l'air, ou AIP, un moteur Stirling breveté par Saab, permet à l'A-26 de rester en immersion pendant plusieurs semaines sans faire surface. Pour un sous-marin non nucléaire, c'est déjà un exploit en soi. Auparavant, ce niveau d'endurance était réservé aux sous-marins à propulsion nucléaire. Les sous-marins diesel électriques ne peuvent rester immergés que quelques jours avant de devoir remonter pour embarquer davantage d'oxygène pour alimenter leur moteur. Le système AIP Stirling utilise de l'oxygène liquide stocké et du carburant diesel pour générer de l'énergie grâce à une combustion externe dans un cycle fermé, produisant très peu de vibrations ou de bruit. Comparé à d'autres technologies AIP comme les piles à combustible, il est plus rentable, plus facile à entretenir et compatible avec une modernisation modulaire. Son fonctionnement est un excellent exemple de ce mélange particulier de praticité et d'ingéniosité suédoise. Le moteur à combustion externe en cycle fermé. AIP Stirling brûle du diesel avec de l'oxygène liquide stocké dans des réservoirs à bord. La combustion chauffe un gaz inerte scellé, comme l'hélium, à l'intérieur du moteur, ce qui le fait se dilater et actionner les pistons. Les pistons actionnent un générateur, produisant de l'électricité pour le moteur électrique du sous-marin, ou recharger ses batteries. Le gaz chauffé est ensuite refroidi par la circulation de l'eau de mer avant d'être recomprimé, complétant ainsi le cycle. Fait crucial, tout ce processus se déroule alors que le sous-marin est immergé et sans avoir besoin d'oxygène atmosphérique. Ce système remarquable offre 4 avantages principaux à l'A-26 ainsi qu'aux sous-marins de la classe Gotland qui utilisent également ce système. Le premier, comme mentionné, est une longue endurance en immersion. La classe Gotland peut rester en immersion jusqu'à 14 jours, se déplaçant à 5 nœuds, sans utiliser le schnorchel, ce qui permet une autonomie de 1700 milles nautiques. Les modifications apportées à l'A-26 signifient qu'il devrait pouvoir rester en immersion encore plus longtemps. Il est rapporté qu'il peut rester en immersion jusqu'à 45 jours, dont environ 18 jours, en utilisant uniquement la propulsion anaérobie, avec une vitesse maximale en plongée d'environ 20 km/h. Le deuxième avantage est une furtivité et une discrétion extrême. Le moteur Stirling est presque totalement silencieux et sans vibration, car la combustion est continue et se fait à l'extérieur des pièces en mouvement.
Cela donne une signature acoustique très faible, rendant le sous-marin particulièrement difficile à détecter, surtout dans les eaux peu profondes et encombrées de la mer Baltique. Le troisième avantage offert par l'AIP est la réduction de la détectabilité. L'utilisation du schnorchel expose le mât du sous-marin et génère du bruit ainsi qu'une signature radar. En supprimant l'usage du schnorchel, le sous-marin reste caché et réduit fortement le risque de détection par radar, sonar ou visuellement. Quatrièmement, l'AIP Stirling est plus rentable à produire et à entretenir par rapport à d'autres technologies AIP comme les piles à combustible ou l'énergie nucléaire. En effet, il offre une alternative haute performance sans la complexité et le coût de la propulsion nucléaire. Certains systèmes AIP comme les piles à combustible sont parfois plus silencieux, mais l'endurance, le silence et la fiabilité du moteur Stirling en font le choix idéal pour le premier sous-marin de 5e génération au monde. Mais les capacités furtives de l'A-26 ne s'arrêtent certainement pas à son moteur. La forme profilée en goutte d'eau de la coque minimise le bruit et la turbulence induite par l'écoulement. Des revêtements anéchoïques sur la coque absorbent les retours du sonar actif en immersion. Des supports et cloisons en caoutchouc entourent la machinerie, bloquant la transmission des vibrations à la coque résistante. Combiné, le résultat est un niveau de bruit propre parmi les plus faibles des sous-marins non nucléaires. Même en surface, l'A-26 offre une furtivité significative. Les pénétrations classiques de la coque accroissent la section radar et les risques de fuite. Pour éviter ce problème, l'A-26 utilise un mât optronique non pénétrant équipé de capteurs électro-optiques pour les fonctions de périscope et de recherche, qui sont intégrés à des systèmes d'imagerie haute résolution. Cette configuration de mât permet à l'A-26 de maintenir sa furtivité lors de la surveillance en eau peu profonde ou à la profondeur du périscope, sans exposer de parties saillantes, vulnérables, choquant à la détection visuelle ou électromagnétique. Plus important encore, le dispositif respecte les principes de la guerre en réseau de l'OTAN, avec des liaisons de données sécurisées pour partager les renseignements des capteurs avec les unités alliées aériennes et maritimes. Bien sûr, l'A-26 n'a pas été conçu uniquement pour identifier les menaces. Il a aussi été conçu pour les éliminer. L'armement offensif principal se compose de 4 tubes lance-torpilles de 533 mm capables de lancer des torpilles lourdes, torpèdes 62 ou 63, pour des missions de lutte anti-sous-marine et de lutte anti-navire. La TP-62, une arme propulsée par hydrogène avec une portée de plus de 40 km et une ogive de 130 kg, offre une capacité de ciblage particulièrement polyvalente contre les navires de surface et les sous-marins. Ces tubes permettent également le déploiement de mines navales pour des opérations d'interdiction de zone. Pour compléter l'arsenal, il y a également 2 tubes de 400 mm pour le lancement de la torpille légère Torpède 47, également connue sous le nom de Saab Lightweight Torpedo, SLWT. Cette configuration peut accueillir une charge d'armement d'environ 20 unités au total, y compris des torpilles et des mines. Elles sont stockées dans des configurations modulaires pour optimiser les charges utiles de chaque mission. Le module suivant dans la séquence est sans doute le plus passionnant. En complément des tubes lance-torpilles, il y a un portail multimission de 2 mètres sur 0,5 mètres qui sert de sas flexible. Il est conçu spécifiquement pour déployer des UUV ou transporter jusqu'à 8 plongeurs des forces spéciales avec leur équipement. L'A-26 est conçu pour transporter confortablement un équipage allant jusqu'à 25 personnes extensible à 35, y compris des plongeurs ou d'autres forces spécialisées. Le portail multimission signifie que l'A-26 n'est pas seulement capable de tirer des torpilles et des mines. Il peut déployer des fantassins de marine pour des infiltrations secrètes ou des UUV polyvalents pour des opérations sur les fonds marins, sans compromettre la furtivité du sous-marin. Maintenant, l'A-26 n'est pas le seul sous-marin dans les eaux à offrir la capacité de déployer des UUV et des forces spéciales. Le module de charge utile du sous-marin de classe Virginia de la marine américaine fait à peu près la même chose, et les types allemands, 212 et 214, ainsi que la classe Soryu japonaise, sont tous techniquement capables de transporter des charges utiles spécialisées comme des UUV ou des plongeurs. Mais contrairement à ces sous-marins, le portail multimission de l'A-26 est un élément central et configurable de la conception, plutôt qu'une capacité ajoutée, et c'est le premier sous-marin à inclure cette capacité de 5e génération. L'architecture de coque modulaire permet aussi d'ajouter à l'avenir des systèmes de lancement vertical pour missiles de croisière, avec jusqu'à 18 cellules pour des munitions d'attaque terrestre ou anti-navires, comme des variantes du Tomahawk. Ce module permet à l'A-26 de s'adapter aux menaces hypersoniques ou à longue portée à mesure que la technologie évolue. Tout compte fait, il est facile de voir pourquoi l'A-26 est considéré comme un sous-marin de nouvelle génération.
Encore plus urgent, la combinaison de furtivité, d'immersion prolongée, de profils de mission variés et d'extensibilité modulaire s'apprête à bouleverser la mer Baltique d'une façon que Vladimir Poutine ne doit pas apprécier. Il doit maintenant faire face à une nouvelle menace asymétrique redoutable pour les opérations navales russes déjà chancelantes. Pour commencer, il va avoir du mal à localiser l'A-26. Les eaux peu profondes et saumâtres de la Baltique, ainsi que l'acoustique complexe, créent des angles morts qui favorisent les petits sous-marins diesel électriques ultra silencieux comme l'A-26. La technologie Ghost du navire pourrait être particulièrement adaptée à cet environnement, permettant aux sous-marins d'échapper à la détection russe à courte portée. Si vous ne le trouvez pas, vous ne pouvez pas l'atteindre. Le moteur Stirling IP de l'A-26 lui permet de trouver un endroit sur le fond marin et d'y rester stationné pendant des jours, pratiquement introuvable, une menace cachée permanente. Poutine pourrait savoir qu'il est quelque part là-bas, mais il ne saura pas où il est, ce qu'il fait, ni combien de temps il restera là à le faire. Le pire, c'est que ce n'est pas seulement un problème suédois pour Poutine, mais aussi pour l'OTAN. L'A-26 peut rester posé sur le fond marin, attendant silencieusement le bon moment pour lancer des TP-62 sur des frégates et corvettes russes à la surface, sans qu'elles ne s'y attendent. Il peut envoyer des plongeurs ou des drones sous-marins, saboter des pipelines et câbles de communication russes, essentiels, discrètement. Ou il peut simplement rester là, telle une sentinelle silencieuse, recueillant des données sur les mouvements russes et les transmettre à l'OTAN sans que les Russes ne s'en aperçoivent. En effet, même un petit nombre de A-26 agit comme un puissant moyen de dissuasion contre toute agression russe, en raison des dégâts disproportionnés que l'effet de surprise leur permet d'infliger à la flotte russe. Donc, Poutine va probablement devoir détourner d'importantes ressources vers des mesures anti-sous-marines dans la Baltique, pour contrer l'A-26 du mieux qu'il peut. C'est un sérieux casse-tête non désiré pour une nation dont l'armée et le budget sont déjà mis à rude épreuve en Ukraine, surtout dans des eaux aussi difficiles que la Baltique. Peu de réconfort pour l'autocrate, mais il lui reste encore quelques années avant que le cauchemar devienne réalité. Pendant des décennies, le puissant cuirassé a régné sur les mers. Depuis la montée en puissance précédant la Première Guerre mondiale jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, ces navires gigantesques représentaient le summum de la puissance navale. Mais les temps changent, les systèmes d'armes évoluent, et l'une de ces évolutions a mis fin brutalement au long règne du cuirassé dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale. L'aviation navale embarquée. Souvent lancés depuis des porte-avions, les bombardiers en piqué et les bombardiers torpilleurs ont transformé le cuirassé en une énorme cible facile. Les Marines dépendaient de plus en plus des porte-avions pour les opérations offensives, au détriment des cuirassés. Et la fin de l'ère des cuirassés fut rapidement scellée lors d'une bataille épique en 1945 lorsque des centaines d'avions américains submergèrent le Yamato japonais, l'un des plus grands cuirassés jamais construits. Le Yamato fut perdu, et le cuirassé devint pratiquement obsolète. L'apparition de missiles antinavires avancés, puis plus tard de systèmes aériens sans pilote au fil des années suivantes, a scellé son destin. Mais aujourd'hui, le cuirassé est de retour, et plus redoutable que jamais. Les États-Unis ont lancé un tout nouveau programme de cuirassés dans le cadre de leur ambitieuse initiative Golden Fleet, le cuirassé de classe Trump, ou BBGX. Mais il n'y a pas que le nouveau navire amiral de pointe de la marine américaine qui vise le titre de roi des mers. Le BBGX bouleverse la doctrine navale américaine de longue date, un changement qui pourrait transformer le visage de la guerre navale moderne. Alors, voici ce que vous devez savoir sur le BBGX à 17 milliards de dollars, et pourquoi la marine américaine a décidé de remettre le cuirassé au centre de sa stratégie. Encore une fois. Depuis des décennies, la puissance militaire américaine repose sur des flottes dispersées autour du porte-avions. Cette logique découle en partie des leçons de la disparition du cuirassé durant la Seconde Guerre mondiale. À une époque où la puissance aérienne surpassait la navale, les cuirassés concentraient trop de puissance et de commandement en un seul lieu. Malgré sa puissance, il était trop vulnérable face aux nouvelles technologies. Pour les États-Unis, la solution était le groupe aéronaval. La puissance aérienne des porte-avions américains, alliée aux nombreux armements des destroyers, sous-marins et navires de soutien, renforçait nettement la capacité offensive des États-Unis lors d'un déploiement. Les groupes de porte-avions permettaient également une défense multicouche, hautement efficace, avec un porte-avions, ce qui était tout simplement impossible avec un seul cuirassé. Peut-être que le principal avantage d'un groupe de porte-avions est la répartition du risque. La puissance de feu et le commandement sont répartis entre plusieurs navires, ce qui augmente la résilience globale de l'ensemble. La doctrine a fonctionné en pratique aussi bien qu'en théorie. Depuis des décennies,
Les groupes de porte-avions américains projettent une puissance inégalée dans le monde, comme l'Iran peut encore le constater. Mais aujourd'hui, le BBGX marque un changement majeur de mentalité. Ce navire vise à concentrer le commandement de la défense aérienne, la frappe à longue portée et la dissuasion sur une seule grande plateforme, au lieu de les répartir au sein d'un groupe aéronaval. Cela soulève la question, pour reprendre le vieil adage, si ça marche, pourquoi y toucher ? Pourquoi changer une stratégie qui a si longtemps fait ses preuves ? Eh bien, les temps ont changé. Les systèmes d'armes ont évolué, et la réalité du combat maritime moderne n'est plus ce qu'elle était il y a seulement quelques années. La flotte américaine fait face à de nouvelles armes comme les essaims de drones et les missiles hypersoniques, créant des vulnérabilités inédites. Les États-Unis développent également toute une gamme de nouveaux systèmes d'armes offensifs et défensifs avancés, qui doivent être intégrés à leur flotte. Le BBGX est une tentative de résoudre ces deux problèmes en une seule fois. Pour être honnête, c'est plutôt comme leur balancer une chaîne de montagne qu'une pierre. Mais vous voyez l'idée. Selon le président Donald Trump, ils seront les plus rapides, les plus grands, et de loin, 100 fois plus puissants que n'importe quel cuirassé jamais construit. L'ancien secrétaire à la marine, John Phelan, qui a récemment été relevé de ses fonctions, était un peu plus subtil. Le futur cuirassé de la classe Trump, l'USS Defiant, sera le plus grand, le plus meurtrier, le plus polyvalent et le plus beau navire de guerre de tous les océans du monde, a-t-il déclaré. Trump se tenait à ses côtés, il faut le reconnaître. Mais la meilleure explication du concept opérationnel derrière le nouveau navire vient peut-être directement de la demande budgétaire de la marine à son sujet. Il est indiqué que le rôle principal du cuirassé est de fournir des feux offensifs massifs à longue portée, et de servir de plateforme avancée de commandement et de contrôle robuste et à forte capacité de survie. Il offre des options rentables pour les frappes et la défense, et sa capacité à embarquer un état-major de flotte améliore la survivabilité, en plaçant les commandants plus près du combat. Cela signifie qu'il sert aussi de plateforme flexible de commandement, et de contrôle pour des plateformes habitées ou non. Impressionnant, non ? Mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Eh bien, le projet en est encore au tout premier stade de la conception, sans parler du développement. La construction du premier des 3 cuirassés prévus ne devrait commencer qu'en 2028. Donc la plupart des détails précis sont encore en cours d'élaboration. Mais ce que nous savons, c'est que le navire sera de haute technologie, massif et très puissant. La classe Trump devrait avoir une coque de 30 000 tonnes, offrant plus de 3 fois le volume interne d'un destroyer de 9 000 tonnes. On s'attend à ce qu'il mesure entre 260 et 271 mètres de long, avec une largeur d'environ 32 à 35 mètres. Il est plus long que le Yamato mentionné plus tôt, déjà considéré comme un navire extrêmement long. Le navire est conçu pour atteindre des vitesses supérieures à 30 nœuds, bien que le type de moteur qui l'équipera n'ait manifestement pas encore été déterminé. Phelan a indiqué en avril que, même si des discussions sur la propulsion nucléaire des navires de guerre de la classe Trump étaient en cours, cela restait improbable. Au lieu de cela, les documents budgétaires de la marine indiquent que le plan actuel est que le BBX utilise un système de propulsion conventionnel, combiné comprenant des générateurs diesel et des turbines à gaz. Bien qu'il ne soit pas considéré comme un porte-avions, le BBGX dispose d'un pont d'envol et de 2 hangars capables d'accueillir des avions V, 22 Asprey, et de futurs systèmes de décollage vertical. Il est également équipé d'un ensemble de capteurs avancés basés sur le radar AN/SPI-6 qui offre une détection et un suivi intégré de haute qualité des menaces aériennes et des missiles. Le navire devrait accueillir entre 550 et 800 membres d'équipage, l'un des plus grands effectifs de tout navire de l'armada américaine. Seul le navire de débarquement Hoppers Ferry, États-Unis, 825 membres, et le navire de commandement Blue Ridge, 842 membres, en compte plus. Le navire d'assaut amphibie de classe America, avec un équipage de 2745 personnes. Le navire d'assaut amphibie de classe Wasp, avec un équipage de 2979 personnes. Et les porte-avions de classe Ford et Nimitz, avec des équipages d'environ 4660 et 5680 personnes respectivement, peuvent en accueillir encore plus. Cependant, le grand équipage n'explique pas à lui seul la taille et le déplacement accru du BBGX. Elle est essentielle pour les armements avancés du cuirassé et l'importante production d'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Selon la demande de budget de la marine, les systèmes avancés du navire offriront une frappe à longue portée grâce à des armes hypersoniques dans de nouveaux lanceurs verticaux plus grands. De plus, son artillerie navale avancée offre des options rentables pour les frappes et la défense. En pratique, la configuration offensive de la classe Trump combine des systèmes de missiles hypersoniques et conventionnels au sein d'une seule coque afin d'offrir une capacité de frappe à plusieurs niveaux.
Le navire est conçu pour transporter 12 missiles hypersoniques de frappe rapide conventionnels, ou CPS, destinés à délivrer des ogives conventionnelles à des portées intercontinentales en environ 1 heure. Le premier navire de cette classe à être construit, le USS Defiant, ou BBG, un mentionné précédemment, comprendra également 128 cellules du système de lancement vertical MK-41. C'est 25% de plus que les 96 cellules du destroyer Arleigh Burke Flight 3 actuel. Ces lanceurs peuvent tirer des missiles Tomahawk d'attaque terrestre et des intercepteurs standard missiles et d'autres munitions. Les lanceurs additionnels offriront une puissance de feu accrue pour mener simultanément plusieurs types de missions, dont les frappes et la défense aérienne. Cette forte concentration de puissance de feu réduit la dépendance à l'égard de plusieurs navires pour obtenir des effets similaires, mais cela se fait au prix d'une dépendance accrue à la capacité des soutes à munitions à bord. La coque permet également l'intégration potentielle de missiles de croisière nucléaires lancés depuis la mer, ce qui élargirait la gamme d'options de dissuasion disponibles pour la flotte de surface américaine autant que possible à l'heure actuelle. Mais la gamme d'armes de pointe ne s'arrête pas aux CPS et aux missiles de croisière nucléaires lancés depuis la mer, qui sont tous deux encore en cours de déploiement. Pour citer à nouveau cette proposition de budget de la marine, une production d'énergie considérablement accrue, gérée par un système d'alimentation intégré sophistiqué avec un stockage d'énergie de grande capacité, soutiendra des armes à énergie dirigée essentielles à la mission. Des armes comme des lasers à haute puissance et des canons électromagnétiques, réduisant la dépendance aux munitions coûteuses à usage unique. En effet, l'une des principales raisons de la taille du nouveau cuirassé est de fournir une plateforme pour ces armes tout droit sorties de la science-fiction. Le canon électromagnétique, les armes à énergie dirigée au laser, et peut-être les armes à énergie dirigées par micro-ondes. La marine américaine a relancé son programme de canons électromagnétiques abandonné, et développe, tout en testant, 2 types d'armes à énergie dirigée. Le problème de ces 3 armes est leur énorme consommation d'énergie. Déjà complexe à réaliser sur Terre, cela présente en mer des défis de conception qui relèvent véritablement de l'ingénierie spatiale. Il reste à voir comment exactement les ingénieurs de la marine vont réussir à alimenter ces systèmes à bord du nouveau cuirassé, mais il semble certainement qu'il y ait largement assez d'espace à bord pour les intégrer. Le canon électromagnétique, conçu comme arme offensive, lance des projectiles hypersoniques sur 100 à 200 000 marins, pour frapper cibles terrestres, navires ennemis et installations durcies, grâce à l'énergie cinétique. Sa grande vitesse et son temps de vol très court en font aussi un bon choix pour la défense antimissile, l'interception de missiles de croisière anti-navires, de drones et de menaces hypersoniques. En revanche, les armes à énergie dirigée sont principalement de nature défensive. Les armes laser servent surtout à la lutte anti-drone, QUAS, contre les roquettes, l'artillerie et les mortiers, CRM, à la défense aérienne courte portée, SHORAD, et à aveugler ou endommager les capteurs ennemis. Les armes à micro-ondes effectuent des attaques électroniques non cinétiques, surtout pour neutraliser les essaims de drones, les communications, radars et systèmes de guidage de missiles ennemis. Sur le BBGX, des armes à énergie dirigée d'une puissance comprise entre 300 et 600 kW sont prévues dans la configuration de base, avec des améliorations potentielles, allant jusqu'à environ 1 MW, selon la puissance électrique pouvant être installée à bord. Les systèmes laser, qui seraient dérivés des systèmes Odin ou Helios, sont destinés à soutenir la surveillance, la désignation de cibles et les opérations de lutte contre les drones. Leur intégration souligne comment les systèmes défensifs du navire sont conçus pour contrer une gamme de menaces grâce à une interception multicouche et à un engagement actif, plutôt que par une protection passive. Si vous cherchez une analyse et une grande perspicacité, vous les trouverez dans toutes nos vidéos de l'émission militaire. Abonnez-vous pour découvrir la vraie histoire derrière les gros titres et restez informé des nouveautés. En plus des armes et la énergie dirigée, la configuration défensive du cuirassé de classe Trump comprend 2 lanceurs de missiles RIM 116 Rolling Airframe Missiles pour la défense rapprochée contre les missiles et avions ennemis. Il dispose aussi de 2 canons de 127 mm, calibre 62 pour les combats de surface, et de 4 systèmes de 30 mm pour la défense rapprochée contre petites embarcations et menaces aériennes. Comme vous le voyez, le fait que les systèmes anti-drones soient intégrés d'emblée à l'architecture défensive reflète l'usage croissant des systèmes sans pilote dans les conflits maritimes. Pour n'importe quel navire, et surtout pour un navire où une telle puissance de feu est concentrée, cette nouvelle réalité signifie que la survie dépend de plus en plus de la capacité à détecter et intercepter les menaces avant l'impact. Le BBGX nécessitera donc un fonctionnement continu des capteurs et des armes sous une forte demande en énergie, ainsi qu'une performance fiable des systèmes de combat, intégrés sous des conditions d'attaque soutenues. Réussir cela
et maintenir ce niveau d'exigence, alors que de nouvelles technologies doivent être intégrées ou combattues au fil du temps, n'est pas une tâche facile. La liste des projets de haute technologie retardés ou annulés pour des problèmes de conception montre la difficulté de ce processus. C'est pourquoi les hauts gradés de la marine insistent sur l'importance de réussir la conception et la technologie avancée, avant de se lancer à fond avec le BBGX. Selon la demande budgétaire de la marine, une stratégie innovante guide la conception et la construction du nouveau cuirassé, centré sur un flux de travail numérique à la pointe de la technologie. Cela utilise l'ingénierie numérique moderne, la conception assistée par IA et des pratiques de production avancées, pour réduire les coûts et les risques de retard. En s'inspirant des meilleures pratiques de construction navale coréennes et japonaises, cette méthode privilégie une conception aboutie avant la construction, une fabrication modulaire précise et une forte collaboration entre conception et production. La stratégie est conçue pour stabiliser la main-d'œuvre, accroître la résilience industrielle et fournir la nouvelle capacité de manière plus prévisible et abordable. Espérons que cette approche évitera les problèmes connus avec la frégate Constellation. La conception de ce navire était encore en cours de finalisation en avril 2025, près de 5 ans, après l'attribution du contrat initial, et alors que les travaux avaient déjà commencé sur le navire de tête. Cette situation malheureuse s'est produite malgré le fait que la marine ait explicitement choisi un dérivé d'une frégate déjà en production, la frégate franco-italienne Frégate européenne multimission, ou FREMM, pour réduire les risques et garder le programme sur la bonne voie. Maintenant, pour être clair, l'introduction du BBGX signale un changement doctrinal où la concentration de la puissance sur un seul cuirassé est désormais considérée comme un élément essentiel de la guerre future, plutôt que comme une vulnérabilité flagrante. Mais cela ne signifie certainement pas que les États-Unis vont jeter le bébé avec l'eau du bain, pour ainsi dire, en abandonnant complètement leur flotte établie et leur mode de fonctionnement. C'est évident rien qu'en regardant la proposition de budget de la marine. Selon celle-ci, le cuirassé est destiné à ajouter des capacités au segment le plus élevé du modèle OBA de la Golden Fleet. De plus, le cuirassé peut diriger un groupe d'action de surface, s'intégrer à un groupe aéronaval, ou opérer de manière autonome pour sécuriser des voies maritimes critiques. Il ne vise donc pas à remplacer le groupe aéronaval ou le porte-avions américain comme principal projecteur de puissance mondiale. Au contraire, c'est le navire amiral d'une nouvelle génération de navires de combat de surface haut de gamme, conçu pour préparer la marine américaine à l'avenir ou augmenter la puissance de feu en mer. En tant que navire de prochaine génération dans la marine américaine, il est accompagné à la fois par des bâtiments du segment haut et du segment bas de ce modèle OBA de la Golden Fleet. Le budget proposé pour l'exercice 2027 comprend $1 milliard de fonds anticipés pour commencer les travaux sur le BBGX, ainsi que $837 millions supplémentaires pour la recherche et le développement. L'acquisition proprement dite et la pose de la quille débuteraient l'année suivante, avec une demande budgétaire de pas moins de $17 milliards pour le premier navire. Cela en ferait le navire le plus cher jamais mis en service. Le détenteur actuel du record est l'USS Gerald R. Ford, le premier des nouveaux porte-avions de la classe Ford, qui aurait coûté environ $13,3 milliards. Mais, en plus du financement anticipé pour le nouveau cuirassé, le budget de la marine de $65,8 milliards comprend également des demandes pour acquérir 17 autres navires de combat, ainsi que 16 navires auxiliaires ou de soutien. En particulier, elle souhaite acheter un sous-marin de classe Columbia, 2 sous-marins de classe Virginia, une frégate FFX, un destroyer de classe Harley Burke, un navire d'assaut amphibie de classe America, un transport de débarquement de classe San Antonio, 6 navires de débarquement moyen, 2 pétroliers de classe John Lewis, 2 navires de remplacement pour le soutien aux sous-marins et un navire de surveillance océanique. Outre ces nouveaux achats, la demande finance aussi progressivement les 3e et 4e porte-avions de classe Ford, actuellement en construction. Donc il est évident que la marine ne met pas tous ses œufs dans le même panier avec le BBGX, et c'est une décision prudente. Malgré toute sa puissance de feu incroyable, la vulnérabilité fondamentale qui a rendu les cuirassés du début du XXe siècle obsolètes demeure toujours. Concentrer autant de puissance sur un navire en fait une cible privilégiée pour les adversaires des États-Unis. Dans certains contextes, comme l'opération américaine au large du Venezuela, un cuirassé de classe Trump accomplirait probablement la mission plus efficacement et à moindre coût qu'un groupe aéronaval. L'ampleur de l'opération, censée empêcher le trafic de drogue, et la menace du Venezuela ne justifient pas vraiment le déploiement prolongé d'un porte-avions ou d'un groupe de frappe étendu. Un seul BBGX avec une petite flotte d'Asprey pourrait détruire n'importe quel hors-bord, à volonté tout aussi efficacement, et pour une infime fraction du coût. Actuellement,
Les États-Unis n'ont pas beaucoup d'autres options qu'un groupe de frappe. Le BBGX éliminera ce problème. Dans des environnements très contestés, comme la zone d'influence de la Chine, répartir puissance et commandement dans un groupe de porte-avions reste pertinent. On ignore comment les armes les plus avancées des États-Unis et de la Chine se compareront, car elles ne se sont jamais affrontées. Jusqu'à ce que l'on en sache beaucoup plus sur les capacités réelles. Concentrer trop de puissance et de ressources sur un seul atout, dans les eaux contrôlées par la Chine, est probablement un risque que la marine n'est pas prête à prendre, surtout si les États-Unis sont désormais capables de déployer des groupes de porte-avions ou d'autres formations de frappe, incluant un BBGX. Et cela fait clairement partie du plan. Selon la demande budgétaire, le cuirassé, en tant que plateforme flexible de commandement et de contrôle pour des plateformes avec ou sans équipage, peut diriger un groupe d'action de surface, s'intégrer à un groupe aéronaval, ou opérer seul pour sécuriser des voies maritimes clés. En fait, une partie de la raison d'être du BBGX est de combler un vide dans ces formations de groupes de frappe, créées par le retrait des croiseurs de la classe Ticonderoga. Ils occupaient depuis longtemps des fonctions de commandement de la défense aérienne dans les groupes aéronavals américains, mais étaient quelque peu dépassés. Vers 2025, la flotte de surface ne comptait plus que les destroyers Arleigh Burke comme principaux bâtiments de combat en production. À l'origine, le plan était de combler le vide laissé par le retrait du Ticonderoga, avec le nouveau programme de destroyers DDGX, mais il a rencontré ces fameux problèmes de conception. Les études de conception menées entre 2021 et janvier 2026 ont conclu que la forme de coque du DDGX était insuffisante pour supporter le nombre requis de cellules du système de lancement vertical, l'intégration du CPS, des missiles et des futures armes à haute énergie, sans dépasser les marges de puissance et de refroidissement. En somme, la conception était totalement bloquée. La direction de la marine américaine a évalué une approche reposant sur 2 variantes de destroyers, mais a finalement décidé, à juste titre, que répartir les missions entre différentes variantes ne répondrait pas aux exigences opérationnelles. La décision a alors été prise de s'orienter vers une seule coque plus grande, capable d'accueillir tous les systèmes prévus pour le DDGX, et même plus. Le résultat, c'est le BBGX. Sur le papier, il est assurément impressionnant, et la logique derrière sa conception est cohérente. Mais comme la marine le reconnaît, il est encore tôt. Et il faudra surmonter des défis importants pour concrétiser le conception finale, sans parler de respecter le budget et les délais. Pour commencer, de grandes incertitudes planent sur la capacité de l'industrie navale américaine à livrer. Les principaux chantiers navals comme Bath Iron Works, Ingalls Shipbuilding et Newport News Shipbuilding sont actuellement confrontés à des pénuries de main-d'œuvre et des engagements de production déjà existants. L'augmentation des capacités de production exigera le recrutement et la formation de personnel qualifié, ainsi que d'importants investissements dans les infrastructures et les capacités de fabrication. L'ampleur du programme BBGX devrait également accroître la demande de composants spécialisés et de procédés de fabrication avancés, ce qui introduit des risques liés au retard de calendrier et à l'augmentation des coûts. Ajoutez à cela les guerres commerciales de Donald Trump et l'implication maritime continue dans le Golfe Persique, et ces risques ne font qu'augmenter. La manière dont ces défis auxquels ce projet ambitieux et passionnant est confronté seront relevés ou non sera révélé en temps voulu. Nous suivrons bien sûr les développements de près et vous tiendrons informés. En attendant, regardez cette vidéo pour découvrir si le porte-avions est en fait déjà obsolète. Merci de votre attention.